J'adore le comique, c'est entendu, mais j'ai horreur de certains genres de plaisanteries. Mes souliers, mon vélo. En Arthur, on rentre pas comme ça dans la police, il y a des examens et tout, pour nous dessus, tu vois. Ça se présente plutôt bien, finalement. Ça a deux côtés prépondérants et une base onirique. Une clochette, t'as vu? Et le mec qui mangeait ses sandwichs, c'était le blanc. C'est la viande Barbie. Je ne suis pas bridé, vous avez les yeux ronds. Pour moi, le monde est peuplé de hiboux. Le garçon m'encule. Je suis projetée en dehors du lit. En 3 secondes, j'ai le top 10 des recettes pour te cuisiner ta mère la poule. Salut, pour ce 4e épisode, on est avec Georges. Georges, c'est quelqu'un que je connaissais un petit peu avant, que je connaissais très peu, mais que j'ai appris à connaître, que maintenant, aujourd'hui, je connais très bien. Et on peut le dire, c'est un pote, beaucoup aimé parler avec lui, on a eu une très longue discussion. Et on n'a pas parlé que de stand-up, vous allez voir. On a parlé d'énormément de choses, c'était très agréable de parler avec lui, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Il a un podcast aussi, je vous conseille de l'écouter. Son podcast, c'est Trop de questions. Voilà, je vous mettrai le lien en dessous. Et le lien de son Insta. J'ai passé un très bon moment avec lui. Et j'espère que vous avez passé un très bon moment. Bonne écoute. Non, de toute façon, en vrai, si j'ai des idées de blagues, en même temps, ce serait dommage de pas les... T'as des idées de blagues en même temps que... Ah, tout le temps, mais genre quand je parle avec des gens, c'est toujours le temps là où je me dis, il faut que je note des trucs. Ce qui fait que ça casse la discussion des fois que j'ai avec les gens. Attends, je note ça, et puis il y a un grand silence que moi je trouve très malaisant parce que j'ai du mal avec le silence. Tu coupes le silence, toi, sur tes podcasts? Non. Bah, Fanny, elle m'a dit que, au contraire, c'était ça qui avait de plus beau. Genre les petits moments de réflexion, de doute, du coup, rapport au titre de son podcast, c'était les choses les plus intéressantes à choper, tu vois. On trouve des blagues à dire sur place? Ou En fait, c'est pas forcément des idées de blagues, tu vois, c'est peut-être des idées d'angle, peut-être des idées, enfin, c'est juste des idées. Tu vois, genre, c'est des idées que je vais peut-être pas mettre dans du stand-up, peut-être ça va être pour des vidéos, peut-être ça va être pour je sais pas, pour n'importe quoi, tu vois. Et juste, si j'estime qu'il y a quelque chose à un moment qui mérite d'être noté, je le note. Ce serait dommage de laisser mourir ça, quoi. Ouais, est-ce que tu mets sur, par exemple, alors je crois que c'est sur Insta. Ouais. Ouais, les trucs notes, tu fais plus trop maintenant. En fait, moi, ce truc-là, c'est vraiment genre, pour moi, c'est un peu mes notes poubelles, en mode genre, mais pourquoi c'est là? Genre, j'ai pas d'explication pourquoi c'est là. Genre, il y a des gens qui aiment bien, et des gens qui... Enfin, il y a des blagues que je comprends même pas, que des gens comprennent pas, donc c'est normal, tu vois. Mais je m'attendais pas à ce que les gens me disent, ah si, mais parle de ça sur scène. Pour moi, c'est juste, genre, une idée pétée que j'ai eue, genre en 2016 à 4h du matin quand j'arrivais pas à dormir. Ah, c'est les anciens? Ah ouais, non, mais c'est... Enfin, du temps, c'est un peu vieux, tu vois. Alors, c'est vraiment une idée beaucoup trop folle que je vais pas pouvoir vendre, donc je me sens pas forcément, soit pas capable de vendre, soit je la trouve même pas si ouf que ça. Et du coup, je dis, bon, c'est là, et puis au pire, si quelqu'un veut, il prend. Tu donnes comme ça, ok. Mais pareil, tu repartages beaucoup des trucs que t'avais écrits sur Facebook, avant. ça me fait grave rire, hein. C'est vrai. Il y avait un truc que t'avais partagé, où t'avais fait une soirée, où t'avais vu pas mal d'artistes de stand-up. Ouais. Moi, ça m'avait fait bien rire, ça. C'était 2011. C'était février 2011. Non, pas 2011, n'importe quoi. C'était, je crois que c'était pendant mes 17 ans, donc ça doit être 2013. C'était l'Olympiade Verino. Première Olympiade Verino, et ouais, j'étais dans la grosse période où on ne demande qu'à en rire, et vraiment, genre, tu sais, j'avais encore les étoiles dans les yeux de je veux faire ça, tu vois. Déjà à l'époque, et juste, Verino, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup le travail, et juste pour le symbole de le voir faire un Olympia avec 0 pub, avec lui qui prend pas de cachet, et vraiment, genre, toutes les places, c'était à 20 €, et je trouvais ça incroyable, et je me suis dit, vas-y, il faut que je soutienne. C'était mon cadeau d'anniversaire, j'ai ramené mon père, ma sœur et tout. Et ouais, j'avais vu tellement de monde ce jour-là. J'étais grave heureux. J'ai fait que mes idoles, et c'était tous trop sympa, quoi. Et je me souviens même, il y avait Kian qui prenait un taxi, et j'ai essayé de lui gratter un autographe, et j'ai vu son taxi arriver, je fais non, t'inquiète, il me fait non, t'inquiète, vas-y, on prend le temps, il me gratte son autographe, et salut mec, à la prochaine. Et j'étais en mode, mais les gens sont tellement gentils, tu vois. C'était... C'est un peu beau, genre, petit côté nostalgique et tout, de me dire que, vas-y, c'est un truc que j'ai pas lâché depuis le temps, tu vois. Bah ouais, et tu veux faire ça depuis quand, en vrai, du coup? Ça va faire 9 ans, du coup, maintenant, 9-10 ans? Non, je pense que j'ai toujours voulu faire ça, hein. Toujours? La fois on était au nulle bar où on devait raconter des anecdotes. Ouais. Tu vois, j'avais raconté l'anecdote où quand j'étais à l'hôpital, il y avait pas, enfin, je suis resté genre un bon 9 mois à l'hôpital, et qu'il y avait pas de, tu sais, de DVD pour enfants, tout ça, genre il y avait que des spectacles un peu pétés à mettre dans un caméscope à la télé, et que du coup, genre il y avait un spectacle d'Anthony Cavana, et que j'avais flashé sur Anthony Cavana, j'avais 3 ans, tu vois. Et 3 ans? Ouais. Du coup, j'avais appris son spectacle par cœur et tout, et Anthony Cavana était venu me voir une fois parce que c'était la fête de la musique, j'avais pas pu descendre.
Du coup, j'ai pété un câble, et puis il est monté, je sais pas pourquoi il était là à la fête de la musique, mais en gros, enfin, la légende raconte qu'il est resté une bonne heure et demie avec moi, on a refait tout son spectacle, on a grave discuté, et... Bon, après, je pense que c'est beaucoup ma mère qui a un peu romantisé tout ça, mais j'ai quand même une photo avec lui. T'as quel âge? De moi, 3 ans, mec. 3 ans, non? 3 ans. 3 ans, ouais. J'étais sur mon lit d'hôpital et lui qui était là. 3 ans, j'ai vécu une peluche qui est pas là, d'ailleurs. Enfin, avec mon doudou de l'époque, tu vois. Et ouais, je pense qu'il y a ce truc-là qui m'a toujours habité, tu vois. Mais sinon, mon vrai souvenir de pour quand j'ai eu ce déclic-là, c'était, ouais, je devais avoir 7-8 ans. Il y avait genre mon beau-père qui venait d'arriver dans ma vie, on venait d'aménager dans l'Essonne. Je sais pas si ma petite sœur était née encore ou pas. Mais je me souviens qu'il y a aussi ma tante, mon oncle, qui était dans le canapé, il était un peu tard, on regardait King Kong à la télé, et je sais pas pourquoi tout le monde était un peu fatigué, mais tu sais, le moment où il y a de la fatigue, où ça devient nerveux, où tout le monde pète des câbles et rigole un peu pour rien, tu vois. Moi, je me souviens, un moment, je monte sur un des canapes, tu vois, et je fais, genre, il devait 23h, et je fais, ouais, je suis le roi des cons, je suis King Kong, et là, tout le monde pète un câble, rigole, parce qu'il y avait le côté subversif de je devais pas dire de gros mots, et puis je balance une connerie comme ça, je fais un jeu de mots alors que je suis vraiment trop petit. Et j'ai fait en mode, ah ok, j'ai le pouvoir de vraiment faire marrer les gens parce qu'ils étaient en train de pleurer derrière sur une vanne qui est, avec le recul pas ouf, mais qui était très intense à ce moment-là. Et j'ai fait, ah ok, je vais faire rire des gens. C'est la première, j'ai pas envie de dire grosse vanne, mais première blague où tu t'es dit, ah je suis drôle. Ouais, même avant ça, tu vois. Enfin, tu sais, genre, c'était le rire pour capter l'attention. Genre, on parlait de tout ça, c'était quand j'étais petit, je devais avoir 6 ans, on était encore à Paris avec ma mère, et je sais pas pourquoi je débarque en caleçon avec une petite guitare électrique, j'ai encore la photo qui est sur Facebook, tu vois. Et juste, je fais un show de wham quasi à poil, et ça fait marrer ma mère et sa petite sœur, du coup, qui était assez jeune, du coup, à l'époque. Et juste, je me fais, ah ok, en fait, genre, je peux provoquer du rire chez les gens, bah je le fais. Mais c'est un réflexe qui est très, très bébé, tu sais, genre les bébés, genre, en bas âge, ils sourient pas, genre, pour exprimer de la joie, ils sourient parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose en retour pour provoquer une réaction. Du coup, j'ai fait, ah, c'est marrant, ça. Enfin, je trouve ça cool. Bah ouais, non mais... Et genre, t'es allé voir Verino avec ton père et ta sœur. Ouais. Mais ils étaient eux dans le truc de l'humour aussi? Ou il y avait que toi qui étais chaud et ils t'ont accompagné? Non, c'était aussi dans le truc de... Enfin... Ah, c'est compliqué de parler... Ok, laisse-moi 2 secondes. Prends le temps. Ouais, en fait, genre, les On ne demande qu'à en rire. La période On ne demande qu'à en rire, moi j'étais à Nancy, c'était pour le lycée, j'étais à Nancy. Mon père, il était encore en Essonne. Et il enregistrait tous les épisodes, du coup, on les regardait en replay après... C'était même pas avant le replay, ça. Avant, sur la Free, on pouvait enregistrer les trucs, genre de telle heure à telle heure, et puis on les regardait après. Ouais, ils sont fans d'humour, comme c'est... Enfin, plein de gens qui sont fans d'humour, tu vois, mais ils sont pas, genre, fans hardcore. Mais, je sais pas, il y a ce truc-là où je sais pas, ça me touchait, je sais pas... Elle est bizarre. Enfin, c'est pas qu'elle est bizarre, cette question, c'est... Je pense qu'ils ont à la fois voulu m'accompagner parce que je voulais pas y aller tout seul, parce que je voulais partager un moment avec eux. Et en même temps, il y a ce truc-là avec mon père où... Et j'ai l'impression que c'est plus moi qui lui ai enseigné, la volonté de faire de la scène et tout ça, parce que genre, j'ai fait du théâtre un peu quand j'étais petit. Et je le voyais qui voulait pas forcément y aller parce que c'est quelqu'un de très très timide et très très réservé. Et à force, moi, de monter sur scène, de faire de la musique, tout ça, je l'ai vu, à un moment, il essayait de s'inscrire à l'assaut de théâtre d'Épinay-sur-Orge, du coup. Et il n'y avait pas de place tout de suite, et au bout de 3-4 tentatives d'années de suite, il s'est réussi à être pris, et aujourd'hui, il est genre trésorier de cet assaut, et il fait des petites scènes. Mais du coup, c'est bizarre parce qu'il il est connu en tant que le père de Georges, tu vois. Et du coup, je pense que c'est un truc qu'il avait un peu au fond de lui, que j'ai réussi à réveiller, et je pense que genre, il est très épanoui en faisant ça. Du coup, je sais pas si c'est lui qui m'a enseigné ça, ou moi qui lui ai enseigné ça, tu vois, genre, c'est un peu... Je pense que c'est peut-être un truc qu'on a découvert tous les deux en même temps, aussi. Genre, ça nous plaisait. Je pense que c'est plus ça qui s'est passé en vrai. Ok. Et du coup, ça va te faire super plaisir que d'avoir un peu éveillé ça, comme tu dis, chez ton père. Ouais. Tu dois être... Vraiment, c'est plus, en général, on dit souvent que c'est les parents qui doivent éveiller aux enfants. Et là, t'as fait un peu l'inverse. C'est comme si tu lui rendais un peu la monnaie de sa pièce. Ouais, mais c'est... c'est à la fois très plaisant, mais en même temps, genre... c'est un gros pouvoir pour un petit enfant sur un adulte, tu vois. Parce que j'ai pas forcément vu le réciproque sur certaines choses. C'est-à-dire que mon beau-père, du coup, on s'est rencontrés, j'avais 3-4 ans. C'est mon père adoptif, du coup. Parce qu'il m'a adopté, bref, on s'en fout, détail. Et mais tu sais, genre, il était pas... Genre pour moi, mes parents, quand ils m'ont... Enfin, ma mère, quand elle m'a eu, elle était pas prête. Mon père, quand il m'a eu, bah, il était juste en train de sortir avec ma mère, tu vois. Il s'était pas dit, ouais, je vais prendre en compte l'éducation d'un enfant. Du coup, il y a un peu ce côté où j'ai dû, genre, peut-être aller chercher des valeurs, des passions un peu tout seul, là où j'aurais peut-être voulu qu'on guide un peu. Désolé, le portable qui sonne. Hop. Je note. Désolé, j'ai oublié de me Au moins un point.
Pardon, c'est Caroline Festeris. Bisous, Caro. Je sais même pas qui c'est. C'est une pote d'Alice. Oui, je vois, on la voit souvent sur ses... Ok. Exactement. Et très 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 grande amie. Genre une des meilleures découvertes que j'ai fait ces dernières années. D'accord. Caro, Alice et Margot et toute la bande qui gravite autour. Bref, on disait. Je parlais de ton père. Ouais, du coup, tu sais, mon père, il a pas ce truc-là en mode, allez, viens, fiston, je vais te montrer un truc qui me plaît, ou allez, viens, fiston, on va faire une activité. C'est toujours moi qui est parti le chercher en mode, papa, on fait ça, papa, on fait ça, papa, on fait ça. Et sur le coup, ouais, maintenant, c'est plaisant, mais ça me fatigue même au bout de 25 ans, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois encore faire ça aujourd'hui, des fois? Ouais, parce que, tu sais, genre, il est né dans les années 60, enfin, il est né en 70, et j'ai un peu l'impression que c'est une génération qui a pas pris le temps de se poser des questions sur les personnes qu'ils étaient, comment est-ce qu'ils avaient envie d'évoluer. Ouais, je pense pas, non, je suis d'accord avec toi. Hein? Non, je suis d'accord avec toi, je pense pas qu'à cette époque-là, il se posait trop de questions. Alors, je sais pas si c'est son milieu, parce que tu sais, genre, il est ingénieur d'informatique, il a toujours eu son métier, son poste de cadre, tout ça, du coup, je sais pas si c'est pas des gens torturés comme nous les artistes. Mais je pense que c'est les gens qui ont dit, c'était pas un besoin d'aller chercher qui ils sont, tu vois, genre, c'est pas une notion de survie, genre, il a pas été en immense dépression, enfin, pas que je sache, ou alors, en tout cas, il l'a pas soigné comme ça. Alors que nous, genre, tout notre mal-être et tout, et comme on a envie d'exprimer, genre, qui on est, tout ça sur scène, forcément, on va aller chercher qui on est nous, parce qu'on peut pas être pas nous sur scène, tu vois, si on n'est pas authentique. Ouais. Et du coup, je pense que lui, il a pas forcément fait ce travail-là, et que c'est bizarre à 50 ans de commencer à faire ce travail-là. Après, il le fait, hein. Il commence, c'est très très dur pour lui, parce qu'effectivement, il a 50 ans, 51 aujourd'hui. Mais, c'est compliqué, hein. Mais je pense qu'il y a pas d'âge, hein. Mais, tu penses qu'il y a un âge? Je pense que tout ça, c'est un peu, tu sais, c'est un peu des mécaniques, c'est un peu, enfin, moi, j'appelle ça des disciplines, genre, tout est une discipline, et qu'effectivement, genre, imagine si t'apprends, genre, le violon à 2 ans, et que t'as 50 ans, t'es fort en violon, tu vois, parce que t'as eu, genre, tant de temps d'entraînement, et que c'est un muscle que tu dois entraîner, et effectivement, genre... Ah, je me suis perdu dans mon analogie, c'était ouf. Non, mais je me suis perdu. Non, mais admettons, tu commences le violon à 50 ans. Ouais. Et peut-être que à 70 ans, tu seras un très bon joueur de violon. Bah, en fait, pour moi, ça dépend si t'es encore dans cette mécanique d'apprentissage, tu vois. Genre, on dit que les enfants, ils apprennent plus vite que les adultes, ça. Moi, je pense que c'est juste comme ils sont plus à baigner dans la pédagogie, parce qu'effectivement, ils ont tout à apprendre, et bah, ils ont encore cette mécanique de je suis en train d'apprendre, et effectivement, si à tes 20 ans, t'arrêtes d'apprendre des trucs, genre, commencer une nouvelle chose à 30 ans plus tard, ça devient très compliqué. Alors que si tu continues à apprendre des trucs tout au long de ta vie, genre, quand t'arrives à 50 ans et que tu vas rentrer dans une nouvelle discipline, comme t'as jamais arrêté, bah, ça va devenir beaucoup plus facile. Tu vois, genre, ce qu'on appelle les fast learners, c'est juste des gens qui ont jamais arrêté d'apprendre. Ouais, je vois ce que tu dis. Et moi, je pense que mon père, à un moment, il a eu arrêté d'apprendre pendant un long moment, et que là, ça devient compliqué à cause de ça, et qu'effectivement, genre, cet âge, tu vois, qu'il a, ça rend les choses plus compliquées parce que, il a pas profité de toutes ces années de vie passées à juste développer une nouvelle capacité, une nouvelle compétence, quoi. D'accord. Donc, pour moi, l'âge, ça fait quelque chose. Après, c'est pas dramatique, c'est pas genre injouable. Oui. Il va réussir. Ça se fait, ça se fait. Il y en a qui l'ont fait. Mais au moins, il va tenter du mieux que son peut, c'est déjà très cool. Et juste avant, tu disais que les artistes, c'était des gens torturés. Tu penses vraiment ça? Ou tu penses que tous les artistes, ou la plupart des artistes du moins, c'est des gens torturés? J'avais cette discussion-là avec Maxime, où on disait c'est pas les gens qui, par exemple, qui n'ont jamais eu de soucis dans leur vie, qui n'ont jamais eu de problème, qui peuvent devenir artistes. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pas forcément d'accord avec ça. Moi, c'est ce qu'on a eu cette discussion-là, et moi, j'avais dit que je pense pas que ce soit un mec... je pense qu'il y a forcément eu un moment, au moins un, tu vois, qui a cassé un peu la personne, qui a fait que... En fait, si toute ta vie a toujours été rose, je pense pas que t'aies grand chose à raconter. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais... Je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que... C'est plus une question de... Est-ce que t'en as vraiment envie, tu vois? Je pense que c'est l'envie qui va casser ta vie et pas l'inverse. C'est pas parce que t'as une vie cassée que tu vas avoir envie de raconter des trucs, c'est parce que t'as envie de raconter des trucs qui fait que genre, tu vas mal t'adapter à certaines situations, que tu vas vivre des choses un peu douloureuses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais du coup, en fait, c'est en se lançant, en fait, que tu commences à avoir des choses à dire. C'est ça que tu veux dire? Arrête-moi si je me trompe pas.
Non mais déjà faut que j'arrive moi à me concentrer sur ce que j'ai envie de dire. En gros la question c'est est-ce qu'il faut avoir eu des événements un peu turbulents pour justement être un Ouais, bon même artiste. minime. Bah en fait je pense pas, parce que pour moi il y a des artistes qui ont pas vécu des grands drames dans leur vie, ou en tout cas qui l'ont pas forcément raconté, qui justement arrivent à nous fournir des œuvres d'art qui sont authentiques. Genre tu vois, genre on discutait d'Orelsan tout à l'heure. Orelsan et tout, genre les enfants spirituels qu'il a pu avoir, c'est beaucoup basé sur du spleen de la classe moyenne. Il me semble pas qu'Orelsan il ait vécu des gros drames dans sa vie, en tout cas il en parle pas, il a vécu des ruptures, il a vécu certaines choses, tu vois, mais c'est pas des immenses drames. On parle pas de peut-être ses deuils ou de potes qu'il a perdus, tout ça. Pour moi c'est juste en mode, bah il habitait à Caen, il s'est fait chier, peut-être il s'est fait tabasser, c'était compliqué de s'adapter pour lui. Et ça n'empêche que pour moi ces œuvres-là sont très très touchantes parce qu'elles révèlent d'une certaine authenticité. C'est pour ça que je dis c'est pas forcément un gros truc. Ouais. Mais qu'il faut forcément... je vois. Si vraiment, je peux te dire, j'ai pas d'exemple là, mais un gars qui a grandi, je romance, hein, mais dans un château, qui a jamais eu de soucis. Le gars, il a eu une meuf dans sa vie, aujourd'hui il est marié, il a des enfants et tout, il a jamais eu de soucis. Après, il y en a que très peu des personnes comme ça, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Ouais, c'est ça. Il y en a très peu. Hein. Pour moi, il y en a trop peu pour les prendre en compte. Je pense que ça existe pas, ces gens comme ça, en vrai. Mais on a tous vécu des épreuves qui sont plus ou moins grandes et qui sont même à nos échelles. Genre, on peut pas juger de la grandeur d'une épreuve. Ah oui, non, par contre, je suis entièrement d'accord. Pour moi, on a tous des moments où on est même un peu triste juste par hasard, tu vois. Donc forcément, ça va nous amener à certains événements qui fait que ça va provoquer certaines choses, mais forcément, on a tous vécu des choses. Ouais. Donc après, je dirais pas au point de la torture, au point de la détresse, au point que ce soit pathologique. Mais je pense que tout le monde peut avoir des choses à raconter d'intéressantes. Ah oui, moi, par exemple, j'ai jamais rien connu de fou, vraiment. Après, j'ai eu des petits trucs un peu par-ci par-là, mais comme la plupart des gens, j'ai envie de dire. Mais d'ailleurs, je voulais te poser une question, et c'est une question que je me pose, que j'en ai parlé à ma mère il y a pas longtemps. Ouais. Est-ce que, je sais pas si c'est parce que je fais du stand-up ou un truc d'artiste, genre j'ai l'impression de ressentir les émotions 2 fois plus qu'avant. Genre, je regarde, il y a 2 ans, je regardais un film d'horreur, j'avais pas peur, c'est pas grave. Ouais. Maintenant, j'angoisse. Alors que le film d'horreur n'est pas fort, des fois il est pété, hein. Je regarde, j'écoute un podcast, par exemple, Amel Chabi, elle a fait un podcast avec Inès Reg. Ouais, bien sûr. Tu vois, au moment où elle parle de ses grands-parents, y a rien de triste dans ce qu'elle dit, tu vois. Mais moi, j'avais limite les larmes aux yeux, tu vois. J'ai regardé le film il y a pas longtemps, Everest avec Ametila. C'est pas triste du tout. Ouais. Mais j'avais les larmes aux yeux, tu vois. J'ai l'impression de ressentir tous les sentiments 2 fois plus. Je pense que ça s'explique parce que justement, comme t'es un artiste et que tu montes sur scène et que t'essaies de progresser, t'es beaucoup plus à l'écoute de la personne que tu es. Là où je pense que justement, comme genre mon papa, quand il avait des sentiments, il avait plus tendance à les cacher, parce que pourquoi avoir besoin de sentiments? Moi, c'est pas ça qui va me donner à manger, tu vois. Genre mon père, il a juste besoin d'être fort en informatique et il a de l'argent. D'accord. On a besoin de s'écouter, d'être authentique, du coup, je pense que t'es beaucoup plus à l'écoute de ce que tu ressens. Ouais, d'accord. Ça veut pas forcément dire que tu ressens, enfin, ce qui fait que du coup tu ressens les choses plus fort, mais ça veut pas forcément dire que tu les enfin, c'est bizarre, tu vois, c'est pas une donnée, genre les sentiments, tu vois, mais effectivement, si tu me dis que tu les ressens plus fort, je pense que c'est parce que tu prêtes beaucoup plus attention. Ouais, ce que tu veux dire, en gros, c'est que, je te répéter tout ça dans ce que t'as dit. Ouais, vas-y, t'inquiète. Genre, en gros, on a le sentiment, quand on fait pas artiste, genre, on a le sentiment, il est là, il passe. Ouais. Alors, quand on a le sentiment, il est là, on l'analyse, on y réfléchit, on y pense, c'est ça que tu veux dire, ouais. Ouais. T'es là à t'observer. Parce que, le stand-up, c'est juste enfin, tout le monde dit, mais c'est un art d'observation. Ah oui, totalement. Donc forcément, t'es en train de me dire, putain, mais je suis en train de ressentir un truc devant un film qui est peut-être ouf ou pas ouf, tu vois, mais je suis en train de le ressentir, et du coup, comme je le ressens, ça me fait quelque chose, du coup, je le ressens, et ça rend une petite, ça snowball, comme disent les geeks. Je vois pas du tout, T'as pas de... Snowball, non. Ah, yes. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas mal d'arco geek. Je sais pas si c'est le terme, mais, snowball, c'est genre une boule de neige, c'est genre, c'est un petit événement qui va créer une plus grosse boule. Ah oui, alors, en fait, tu sais pourquoi? Ouais. Je parle pas du tout anglais. Vraiment. Snowball. Maintenant, quand tu me dis, c'est vrai que je sais parler des trucs, mais sinon, je parle pas du tout anglais. Si je dis que j'ai fait un clutch et tout, ou j'ai choqué quelque chose. Non, okay. Je vais faire franchement, pas du tout. En fait, des fois, je m'entends sur des passages sur scène et je me dis, mais comment tu veux que les gens comprennent ce que tu viens de dire? Genre, je sais pas du tout, Enfin, je suis là en mode, ouais, j'ai dodge les policiers. Je quoi? De quoi tu parles? Bah, tu vois, vraiment l'anglais. Il faudra que j'ai envie de m'y mettre, vraiment. Parce que je pense que, c'est important, en vrai, déjà d'une. Et dans le stand-up, ça permettrait de... Par exemple, j'arrive pas vraiment à rigoler des blagues des stand-uppers américains. Avec la traduction en dessous, j'arrive pas.
je lis, j'ai l'impression d'avoir, franchement, j'arrive pas à rigoler. Ouais, je comprends. Et on me dit souvent, mais il est hyper drôle. Et j'en doute pas. Je n'en doute pas du tout. Et t'as une solution à ça ou pas? Apprendre l'anglais. Ouais, mais tu sais, c'est comme les gens qui disent des conseils en mode ouais, non, mais sois toi-même, stresse pas, tu vois. C'est l'objectif à atteindre, mais c'est pas la solution, tu vois. Genre, comment t'arrives à cet objectif? Apprendre l'anglais. Comment tu pourrais apprendre l'anglais? J'ai essayé de plusieurs manières. J'ai essayé de regarder des séries. Mais on m'a expliqué que fallait avoir une base pour regarder des séries en traduit. Ouais. Parce qu'en fait, t'entends la phrase. Ouais. Moi, je comprends 2 mots maximum d'une phrase. Alors que les personnes qui comprennent, ils comprennent 5-6 mots sur une phrase. Ouais. Il reste 2 mots. Ouais, du coup. Comme ça, tu peux les assembler sur la traduction en dessous, tu vois. Moi, je sais pas quel mot correspond à quoi. Vraiment. Mais du coup, c'est une question de vocabulaire ou c'est une question de mécanique? Parce que tu sais, genre, toutes les langues, elles ont des constructions qui leur est propre. Ouais. Du coup, est-ce que toi, t'es familier avec la construction de l'anglais? Est-ce que, genre... franchement, je peux pas te dire cette question. Franchement, j'ai un niveau... Je sais que j'ai un niveau à peu près CM2. Ok. Pour te dire. Donc, la présentation et tout, je sais. Il y a quelques petits mots que je sais. Mais vraiment, sinon, on est sur le basique. Et j'ai essayé plusieurs trucs. C'est Babel, des trucs comme ça. D'une, j'arrive pas à me mettre dedans. Et de deux, j'ai l'impression que c'est une épreuve beaucoup trop compliquée pour moi. Ah. Mais après, c'est pas vrai. C'est pas une épreuve trop compliquée pour moi. Je peux. Mais il faut que je m'y fasse, quoi. Moi, ce que je pourrais te conseiller, c'est pas une solution ultime parce que je pense que chaque problème enfin, t'es pas le même humain que moi, mais du coup, je pourrais te dire ce qui a marché pour moi, peut-être ça va pas marcher pour toi. Mais moi, je pense qu'il faudrait que t'associes cet apprentissage-là à un certain kiff. Du coup, ce que je pourrais te dire, c'est prendre des chansons que t'aimes bien, essaye de parler dessus, genre lis les paroles, et essaie vraiment de surarticuler tous les mots, comme ça au moins tu vas avoir tous les phonèmes dans ta bouche, tu vas être beaucoup plus familier avec, et du coup, quand tu vas entendre des mots, tu vas dire ah oui, mais ça c'est un son que j'ai déjà entendu, qu'elle est là. Et puis sinon, essaye d'écrire des petites phrases en anglais. En fait, je pense que moi, juste t'as besoin un peu plus de pratique, tu vois. Genre avec personne qui te juge, juste t'essayes d'écrire une phrase, tu fais ok, bah écoute, j'ai entendu cette phrase-là, ou j'entends genre quelqu'un dire cette chanson-là, je vais essayer de voir comment est-ce que je pourrais traduire et d'aller chercher des mots de vocabulaire. Moi, je sais qu'il y a un truc qui m'a pas mal aidé avec l'anglais, c'est que j'ai acheté des bouquins d'anglais et de comédie, et j'ai fait ok, je me tape une déterre, genre je lis même pas des bouquins en français pour te dire. Là, j'ai commencé à prendre un bouquin en anglais, et je me dis ok, dès qu'il y a un mot que je comprends pas, je vais aller chercher dans le dictionnaire et je vais essayer de comprendre, tu vois. Et ça a été très long les premières pages, et au fur et à mesure j'ai compris un peu la mécanique. Tu mets du mois à lire un livre alors. Hein, ouais, mais moi ça a mis ce temps-là. Mais ouais, non, mais c'est. Après, c'est normal, ça prend du temps, ce genre de choses. Il y a aussi la volonté, ça c'est le gros souci que j'ai. Enfin, que j'ai pas. La volonté. Mais au niveau des musiques, c'est pas con. Par exemple, un artiste, je pense, l'artiste préféré, mon artiste préféré, c'est Eminem. Ouais. Après, c'est plus compliqué parce que tu sais, il mâche les mots, tout ça. Ouais. Donc c'est plus compliqué. Mais j'ai regardé, je pense, pas la totalité, mais je dirais 90% de ses traductions de sons. Ouais. Et ça va pas forcément. Après, c'est pas essayer d'articuler comme tu l'as fait, mais. Si tu veux un exercice d'articulation, juste tu prends ce que je faisais. Tu t'es dans ta bouche et tu parles en anglais comme ça. Parce que moi j'ai déjà des soucis d'articulation en français. Ouais. De base. Mais du coup, je fais ça. Il m'arrive de temps en temps, pendant un moment, je le faisais beaucoup. Bah justement, avant de monter sur scène, en général, je le faisais. Ouais, moi aussi. Et tu fais avant de monter sur scène aussi. Ouais. Ça paraît bizarre hein, pour les autres en général, mais en vrai, ça aide énormément. Mais tu sais que moi, je le faisais ça quand je faisais du saxophone et tout. Enfin, même là, j'essaie de reprendre, je me suis acheté une trompette, j'essaie d'apprendre enfin, t'as vu, genre, il y a des partitions et tout quand t'es venu chez moi. Oui, j'ai vu ça. Et genre, avant les concerts, je me faisais ça aussi, parce que juste, ça muscle les zygomatiques et ça permet d'avoir juste, d'être beaucoup plus impactant et d'avoir des sons plus contrôles. Tu sais, c'est des muscles, tout ça, tu vois. Donc effectivement, genre, les chirurgiens, c'est des gens musclés parce qu'ils font des tas de trucs précis, mais forcément, ils ont des entraînements d'agilité et tout ça. Tu vois, c'est pareil pour les sportifs, ils font des étirements et tout ça, donc pareil, genre, t'apprends à surarticuler, tu vois. Moi, je sais qu'il y a un rappeur qui s'appelle Gaiden qui a fait les Rap Contenders, tu vois. Moi, je sais qu'il y a certaines de ses chansons où, justement, son flow, il surarticule tout, il fait j'élabore des techniques de kata, tu vois. Et genre, il surarticule, tu vois, et moi, je trouve que ça m'a permis, genre, ça m'a permis à la fois de kiffer parce que ça me permet un peu de me mettre dans le flow, dans le personnage, et du coup, je vois pas ça comme étant du travail, mais juste un moment où je m'amuse, et en même temps, ça me permet d'apprendre. Je pense que toi, ce qui te manque, c'est genre, toutes tes techniques de travail, faut que tu chopes le petit truc amusant, tu vois. Ouais, le truc qui me plaît, où je me dis, j'ai envie de faire ça parce que, juste pour, comme j'ai envie de jouer à la console, tu vois. Ouais. Vraiment. Ouais. Mais pour moi, allez, on repart sur comédie un peu. Ouais. Genre, si tu veux. Une petite transition. Genre, pour moi, c'est la même chose quand t'es sur des scènes ouvertes et tout ça. Genre, si t'arrives et que tu te dis, ouais, ça va être bourbier et que tu vas pas t'amuser, forcément, ça va pas être bien ce que tu fais. Mais si t'arrives et que t'es déjà dans la volonté de, j'ai envie de me marrer avec des gens, j'ai envie de passer un bon moment parce que ça m'éclate d'être sur scène et j'ai un truc à vous raconter, même si je voulais raconter 50 000 fois cette semaine, j'ai un truc à vous raconter. Forcément, tu vas créer
tu vas créer un moment. Et c'est ça le plus important. Ouais, comme c'est une confidence avec les gens, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, genre, même si tu bides, tu seras amusé toi, et même tu bideras pas aussi violemment que quelqu'un qui s'amuse pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, il y a certaines de mes blagues qui ont pas fonctionné, mais juste parce que j'y arrivais avec le sourire, en mode, bah, c'est pas grave, si je me casse la gueule, et bah, les gens diront, bah, c'est pas grave, c'est cassé la gueule, mais au moins, on a tapé un bon moment, tu vois. Ça, c'est un peu, c'est aussi des mécaniques de séduction, tout ça. Genre, tu sais, mon petit cousin, il a 15 ans. Et même quand j'étais animateur en colo, il y avait des tas de petits qui me disaient, ouais, comment est-ce qu'on drague et tout ça. Moi, je dis, ouais, le meilleur moyen de draguer, c'est pas, tu sais, il y a des gens qui disent, ouais, faut, sois toi-même et tout ça, sois authentique. Je fais, ça peut être des bons conseils, mais ça, à chaque fois, pas très précis et pas très, pas très spécifique, tu vois. Mais je dis juste, amuse-toi, toi, tout seul dans ton coin. Si, les gens, ils vont forcément aller vers quelqu'un qui a l'air heureux, qui a l'air de bonne humeur. Ouais, ça c'est sûr. Si la personne a l'air de s'amuser, si la personne a l'air d'être en maîtrise, si la personne a l'air d'être cool, la personne me dit, ce mec a l'air cool. J'ai envie d'être plus pote avec ce mec. Tu vois? Donc, amuse-toi. Moi, genre, les gens que j'arrive à choper, c'est parce que je leur fais des phases de drague pétées, mais parce que ça m'éclate. Tu vois? Genre, la dernière meuf que j'ai vue, je lui dis, ouais, t'inquiète pas, je te saute dessus. Elle me fait, bah, j'espère bien. Et puis, j'ai envoyé une photo de trampoline, tu vois, parce que ça m'éclatait. Et la blague, elle est nulle à chier. Mais ça lui a fait taper une putain de barre, tu vois. Parce qu'elle était nulle. Ça va vraiment, genre, ça avait aucune volonté de séduire. C'est juste en mode, bah, je vais faire une blague qui est gamin parce que ça m'éclate. Et puis ce qui est bien, c'est que dans tous les cas, même si elle, ça lui plaît pas ou si elle répond pas, moi j'aurais tapé c'est ton moment. Bah ouais, ça t'aura tapé ton moment. C'est ça. Et au final, c'est pas forcément quelqu'un avec qui t'aurais pu avoir quoi que ce soit parce que, genre, elle est pas dans ce truc. Ouais, et non, parce qu'il faut quand même avoir un certain recul. Genre, si t'es trop tout seul dans ton délire, les gens ils se sentent pas inclus. Oui. Faut quand même, genre, te dire, ouais, pourquoi je fais ça? Genre, moi ça m'amuse de le faire, de tenter de le faire, mais si l'objectif il est pas rempli, c'est peut-être que t'as fait mal les choses. Ah, je sais pas. Je pense qu'il y a toujours quelqu'un pour venir dans ton délire. T'es jamais tout seul dans ton délire. Il y a quelqu'un. On le trouve pas forcément, mais il y a toujours quelqu'un. Ouais, je vois. Mais après, parce que du coup, ça veut dire que t'es plus, même si c'est minime, t'es plus forcément totalement naturel avec la personne. Parce que t'as une partie de toi que t'as envie de montrer, et même si c'est une toute petite partie, mais tu la montres forcément pas parce que... Ou très peu. Je sais pas, hein. Mais pour moi, c'est pas notre taf de juste choisir notre public et dire, bah, si vous avez pas bidé, c'est que vous êtes pas, enfin, si vous avez pas rigolé, c'est que vous êtes pas mon public. Non, c'est pas ce que je dis. Là, je parlais plus au niveau de la séduction. Pour vivre avec quelqu'un. Après, oui, c'est sûr, pour la scène, c'est totalement autre chose. Ah oui, non, oui, ok. Pardon, c'est moi. J'étais resté sur la séduction, moi. C'est des analogies. J'ai beaucoup de mal à maîtriser mes propres analogies parce que je fais toujours des raccourcis, des points que les gens ont un peu du mal à capter, alors que c'est évident dans ma tête, mais ouais, enfin, bref, on parlait de quoi, déjà? Ça va, tu vas bien? Ça va, nickel. Et comment tu vas, toi? Tranquille, vous allez bien les écouteurs. Vous êtes des écouteurs. Et coucou Vincent du futur qui va mixer ça. J'espère que tu tapes une gigabar et que t'arrives au moins à comprendre ce qu'on dit. Ouais, à peu près. Je fais bon, ça je coupe. Ça je comprends pas, je coupe. Il va rester 15 minutes sur le podcast. Et pour revenir sur le stand-up, je vais te poser une question banale. Hein. C'était quand ta première scène? C'était 28 février 2019. T'as la date? Ouais, je suis très ce genre de personne. J'ai la date, j'ai le nombre de fois où je suis monté sur scène. T'as le nombre de fois là? Ouais. T'as combien? Pas tant que ça, hein. Je crois que je suis à 54. 54? Ouais, parce que j'ai passé plus un an à observer et puis il y a eu le Covid et tout ça. Ouais, on connaît. Je suis à 55. Et non, parce que je suis un peu un ouf avec les stats et ce genre de choses. Tu regardes tes stats sur les podcasts? Ou pas du tout? Non. T'as un podcast d'ailleurs? Ouais. Non, en vrai, non, parce que le podcast, pour le coup, je le vois pas comme étant quelque chose que j'ai envie de diffuser, que j'ai envie de montrer. Je vois juste ça comme étant une capsule temporelle, que s'il y a des gens qui s'intéressent aux artistes, ils viendront écouter. Tu vois? Juste pour moi, c'est un peu comme le truc qui a fait le set de Louis Dubourg, tu vois. Moi, j'ai commencé à écouter les premiers podcasts dans l'ordre, ils avaient déjà 2 ans, et je fais, oh putain, mais il a fait un podcast avec lui, tu vois. Et je le connaissais. Puis même des fois, aujourd'hui, je suis pote avec des gens, et je vois que, genre, il y a 3 ans, je fais, ah, mais putain, Louis, il a fait un podcast avec lui, et lui, c'est mon pote, et je savais même pas qu'ils se connaissaient les deux. Tu vois, je vois juste comme étant des petites capsules temporelles où les gens pourront observer nos évolutions respectives. Tu vois, parce que j'ai pas la prétention d'avoir une communauté, j'ai pas la prétention d'avoir des gens qui me suivent pour ce que je suis même pas forcément très très fort en humour pour l'instant, tu vois. Genre, c'est absolument pas fort du tout. Non, c'est pas juste ce que je dis, mais. En vrai, genre, c'est pas de l'autodépréciation, c'est juste une sorte de recul et clairvoyance sur moi-même, tu vois. Je suis pas là à remplir des salles, mon nom il vaut pas quelque chose pour l'instant. Du coup, c'est normal que les gens ils écoutent pas beaucoup, tu vois. Et je suis pas là en train de me dire, putain, vas-y, je suis même pas encore 100 vues avec mes podcasts et tout ça. Je fais, non, ça va venir, ça va prendre le temps. Et puis là, je veux juste montrer plus un peu aux gens, à la communauté, que je suis capable de monter un projet, que je suis capable de le faire très pro, que je suis capable d'être intéressant.
En fait, j'ai d'abord envie d'être vu par mes collègues, pour comme ça, Ouais. quand ils me voient, ils sourient, ils me disent, ah, mais c'est Georges, c'est le mec sympa et tout ça, comme ça, moi, je me sens plus à l'aise et je me sens plus apte à leur parler, et quand je fais des scènes et qu'il y a principalement des humoristes, j'ai fait plus rigoler, comme ça, je peux être fort devant eux, comme ça, je me prépare mon terrain de travail pour que ce soit le plus agréable pour tout le monde, comme ça, moi, je peux progresser le plus vite. C'est exactement, c'est une des raisons. En fait, je voulais faire ce podcast, moi, pour rencontrer des humoristes que je connaissais pas forcément. Toi, je te connaissais avant, mais genre, je crois qu'on s'est vu 2 fois, je crois, un truc comme ça. Ouais. Mais en fait, moi, quand j'arrive, par exemple, hier, j'étais au Barbès, je connaissais personne. Ouais. Je parlais à personne. Je sais pas venir voir les gens, dire, salut, ça va, et tout. C'est l'enfer, Tu sais, je les ai vus une fois ou deux. Il y en a qui sont capables. Moi, je suis pas capable. Ouais. Et je me dis que justement, en apprenant à les connaître, ou comme ça, ils vont pouvoir me reconnaître, juste pour me parler, ou que je puisse parler avec eux, tu vois. Tu vois, Je suis d'accord avec toi totalement. et du coup, le public est public, et du coup, pas nos collègues, ça devient un peu secondaire dans cette étape. Après, moi, ça me touchait vraiment quand j'ai des potes qui sont pas humoristes qui me disent, j'ai écouté, c'est incroyable ce que t'as fait, ou alors ça c'est pas bien, tout ça, ou alors, ça, moi, je fais merci de nous donner l'attention, ça, c'est du bonus, en fait. Pour moi, en fait, le succès, ça doit être du bonus dans quelque chose qui t'apporte déjà beaucoup. Tu vois, c'est pareil, encore une fois, moi, j'ai beaucoup d'analogies avec la séduction, les relations amoureuses, tu vois. C'est-à-dire que moi je vais bien dans ma vie, si je rencontre quelqu'un et que j'ai envie de partager ma vie avec, ça doit être du bonus dans ma vie. Ça doit pas être genre un manque, ça doit pas être un besoin, je dois pas être à la recherche comme ça. Je dois être en mode, tu vois, si je rencontre une personne, je vais dire, regarde, j'ai tellement de bonheur et de temps à partager, vas-y, viens, prends un peu de mon bonheur et de mon temps. Et pas en mode, oh là là, je veux que quelqu'un me donne son temps parce que j'en ai pas, ou quelqu'un me donne du bonheur parce que j'en ai pas, tu vois. Et c'est pareil avec le succès au niveau des chiffres et des vues. Je suis pas en mode, il me faut des vues et tout ça parce que là j'en ai pas. Je suis en mode, si ça arrive, tant mieux, j'en ai pas forcément besoin, je le fais parce que ça me fait kiffer moi, et si ça arrive, c'est cool. Mais tu vois, si je fais quelque chose en attendant de quelque chose d'autre, il y a une chance sur une pour que je sois déçu à la fin. Ouais, absolument. Absolument. J'ai fait des trucs comme ça, où j'attendais quelque chose derrière, et j'ai vite arrêté, en vrai. J'ai vite arrêté parce que je me suis dit, non, ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien, en fait. Tu fais un truc pour toi qui t'éclate même. En plus, moi, ça m'éclatait même pas forcément. Ah bah voilà. Mais qui ça va faire kiffer de voir quelqu'un qui s'éclate même ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Non, je suis assez d'accord. Et du coup, quand on va se voir en open mic, je vais dire, Vincent, comment tu vas? Tu vas faire, Georges, trop mon pote maintenant. Exactement. Je vois que t'as une ceinture de champion du monde poids lourd. Le catch. Tu regardes le catch? J'adore le catch. Écoute, moi, je m'y suis remis depuis, je pense, le confinement. Ouais. Le deuxième. Ouais. J'étais très petit là-dedans quand je regardais. Collège, début lycée peut-être, même pas, je crois pas. Mais collège, beaucoup. Ouais. Et maintenant, je regarde, j'adore. Samedi soir, hier soir, plutôt, j'étais encore dessus. C'est compliqué, sans le public. Hein? C'est compliqué sans le public, le catch, Ouais. Parce que, les écrans derrière, c'est pas fond. Ouais. Parce qu'en gros, aux États-Unis, ils ont une phase de confinement et genre, ils ont pas pu avoir du public et ils ont pas arrêté les shows. Genre, la WWE a décidé de faire des shows en huis clos. C'est-à-dire avec pas de public. Et puis après, ils ont trouvé un système où, genre, des gens qui sont sélectionnés et qui vont voir leur visage, mais c'est très scripté, en fait. Les bruits de foule, c'est des bruits de foule en post-prod. Ah oui, ça se voit totalement. Et moi, j'ai pas lâché le catch parce que ça fait depuis 2009 que je regarde du catch et que ça m'éclate toujours. Et que ça m'a permis de step up mon anglais aussi. Genre, moi, il y a des catcheurs qui m'ont énormément marqué parce que leurs promos, je les ai trouvées très très touchantes. Genre, le personnage de CM Punk, quand il fait sa pipe bomb, genre, je le connais quasiment par cœur, ce truc-là. Et ça m'a permis justement de baigner un peu dans ces cultures anglo-saxonnes et justement de baigner dans l'anglais. C'est pour ça que je suppose les tatouages. Ouais, mais c'est pas un hommage à lui, c'est vraiment genre, ça m'a permis de découvrir une certaine philosophie, laquelle je me suis reconnu très vite et très très tôt, très jeune. D'accord. Ouais, et puis c'est marrant, c'est gaguesque, et puis effectivement c'est pas un vocabulaire qui est très très complexe. Non. C'est justement très accessible parce que ça se veut être un produit qui doit être diffusé à l'international. Et puis ouais, c'est pas des comment dire, c'est pas des constructions syntaxiques très 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 complexes, c'est pas ni du vocabulaire très très complexe, c'est en mode t'es méchant, tu m'as trahi, mais t'es mon meilleur ami, c'est toi qui m'as trahi, ok, bah on va se battre pour la ceinture de champion. Du coup ça me permet justement de baigner un peu dans quelque chose de plus accessible. J'ai pas mal regardé beaucoup de dessins animés aussi. Et du coup, on est reparti sur l'anglais. Le catch. Mais ouais. Du coup, depuis 2009, c'est ça? Ouais. J'ai pris un cours de catch juste avant le confinement. Et je vais essayer de commencer là, dès que ça reprend. Mon frère, il veut s'inscrire aussi au catch, pas de chez moi en cinéma. Il regarde aussi, depuis que je me suis remis. C'est quel assaut en cinéma? Je peux pas te dire. Parce que je sais qu'il y a l'APC qui a Nanterre. Mais du coup, Nanterre, c'est pas du tout, c'est genre près de la Défense. Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas. Je sais qu'on a un gala de catch avant. Ouais. On avait un gala de catch par mois à peu près. Ouais. Qui était. Je suis allé le voir une ou deux fois, c'est sympa. Après, j'ai l'impression qu'en vrai, on voit beaucoup plus les ficelles que
Ouais. à la télé. Mais c'est une chorégraphie, le catch. Ah oui, non, mais c'est une chorégraphie. En fait, genre, le ring et tout ça, c'est un prétexte pour raconter une histoire. Absolument. Absolument. Et Forcément, il y a des ficelles. t'as pas cette... Oui, mais je trouve qu'on les voit plus en vrai. C'est pour ça que j'ai pas envie d'aller voir les matchs de la WWE Ah ouais? sur Paris, tu vois. J'ai pas envie d'aller voir. Je trouve que... Je sais pas, tu vois, pour moi, c'est comme si t'allais voir une pièce de théâtre et que tu dis, oh, bah, ça se voit, c'est un costume. Ouais, non, ouais, je sais pas ce que tu fais dire. C'est Enfin, pas de contre-argument, là. C'était genre, je trouve les gens, ils sont un peu trop durs avec le catch, en mode... Ah oui, non, par contre, absolument, moi, les gens... Tout le monde sait que c'est faux. Par contre, les catcheurs, ils vont pas vendre le fait que ce soit faux. Sinon, bah, ça arrive des fois qu'ils cassent le 4e mur, tu vois. Mais c'est des personnages qui font un rôle. Du coup, les gens disent, ah, bah, c'est pour de faux. Je fais, oui, c'est des personnages, il y a un rôle. Oui, mais c'est pour de faux, on le voit. Je fais, mais quand tu vas Star Wars, tu sais que les effets spatiaux, ils existent Je suis pas. absolument d'accord avec toi. Ça, c'est un truc qui m'énerve, les gens qui me disent ça. Il y a pas longtemps, d'ailleurs, on l'a bien vu, je sais pas si tu l'as vu, mais il y avait Kane qui entre à LFM. Ouais. Et qui expliquait que quand on lui a proposé ce personnage de Kane, ouais. Et il expliquait ça devant le public directement, il a tout de suite su que c'était son truc et tout. Ouais, parce qu'avant, il avait un personnage de faux dentiste. Nul. Je sais même pas. Nul à chier. Je suis pas au courant. Et genre, tu sais, en vrai, il montrait, je crois que c'était la première fois où je voyais vraiment qu'il montrait devant tout le monde, quelqu'un qui montrait devant tout le monde que voilà, c'était un personnage. Tu vois. Alors, non, c'est après, c'est pas, moi je te dis, je regardais pas tout le temps, tu vois, mais. Alors, je résume un peu Kane pour les gens qui nous écoutent. Je sais pas si vous voyez The Undertaker. The Undertaker, c'est un personnage qui est joué par Mark Calaway, qui est un des personnages les plus iconiques de la WWE, du catch de manière générale, qui est du coup un fossoyeur, comme son nom l'indique. Et c'est un personnage avec des pouvoirs un peu surnaturels, qui avait une série d'invincibilité à WrestleMania, qui est le plus grand événement de catch, et qui a justement cette aura un peu un peu fantomatique, un peu vampirique, un peu de mort-vivant, on l'appelle le Deadman. Parce que justement, il a des gimmicks de mort-vivant, et des fois, quand on lui donne des coups, il a un certain pouvoir qui fait qu'il ne vend pas les coups. Ce qu'on appelle vendre, c'est quand tu prends un coup et effectivement tu joues la douleur et tout ça, qui n'est pas forcément vrai, qui peut être vrai, mais qui est genre beaucoup plus explicité, tu vois. Et Kane, c'est son petit frère, qui à un moment, ils ont eu une rivalité dans le début des années... vers la fin des années 80, début des années 90, où justement c'était le grand frère versus le petit frère. Après ils ont fait des matchs par équipe, après ils sont séparés, ils ont eu genre leur carrière, tout ça, mais ils ont plus ou moins été liés les deux. Et du coup, ouais, Kane, il s'appelle Jacob, je sais plus comment, ouais, on s'en fout. Pas du tout, ça. Et aujourd'hui il est maire de sa ville. Ah, c'est vrai? Ouais. Et ouais, mais c'est un gars, il doit avoir 54-55 ans, et c'est normal. En fait, il y a tout, dans le catch, il y a ce qu'on appelle la kayfabe, qui est genre, ce qu'on pourrait appeler la diégèse, genre si on parle de cinéma. Aide-moi. Kayfabe, c'est, en gros, kayfabe, l'histoire de ce mot, c'est un mot que les promoteurs de catch disaient à leurs catcheurs pendant le truc, pour justement leur dire, c'est une histoire, raconte une histoire. Kayfabe, c'est un anagramme de be fake. D'accord, ouais. Ok. Du coup, la kayfabe, c'est l'histoire, et du coup, ce qui se passe hors kayfabe, c'est ce qui se passe en dehors de l'histoire. Du coup, t'as les acteurs qui vont plus se présenter avec leur vrai prénom, qui vont se présenter en dehors de leur personnage, qui vont parler. Et du coup, t'as des podcasts, par exemple, qui se font hors kayfabe, t'as des podcasts qui se font dans la kayfabe, du coup, c'est les gens qui continuent à jouer leur rôle, et t'as genre des fois des trucs qui sont un peu entre les deux. D'accord. Et le personnage de Kane, il a évolué un peu entre les deux. Genre, à un moment, il y a eu le personnage de Corporate Kane, qui était genre l'homme d'affaires, qui était genre c'était vers 2014-2015, qui était genre effectivement genre le sous-fifre du président de la WWE, et qui prenait des décisions. Du coup, c'était plus son personnage de démon, tout ça masqué. C'était vraiment genre lui avec un costard cravate, quoi. Ouais, je me souviens de ce moment-là. Ouais, c'est marrant. Et du coup, ouais, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, genre, tu sais, une fois que t'as fini ta carrière et qu'on te dit, bah voilà, on te félicite, on te met dans le Hall of Fame et tu vas faire partie de ces gens immortels à jamais, je pense comprendre que ça touche, tu vois. Ouais. T'as regardé, enfin, en touchant, tu l'as regardé en direct, le match Brock Lesnar-Undertaker? Ouais. J'ai pleuré. Ouais, c'est très fort. Le match est nul à chier. Ouais, le match est nul, mais à la fin, j'ai pleuré. Parce que Undertaker, il se fait une commotion cérébrale dès le début du match. Et en fait, c'était à la fois touchant parce que Undertaker, il avait une série d'invincibilité de 21 années de suite où à WrestleMania, il avait jamais été battu. 22 ans parce qu'une fois, il a été arbitre à WrestleMania, il a pas combattu, donc pendant 22 ans, il a été invaincu, et là, il se fait éclater la gueule dans l'histoire, mais il offre même pas une bonne prestation parce qu'il se prend une commotion cérébrale de Brock Lesnar sur une souplex qui a été mal exécutée. C'est-à-dire que les gens étaient choqués de voir Undertaker perdre, mais en plus ils étaient choqués de le voir perdre de cette manière-là. Et tout le monde était à la fois choqué, triste, dégoûté de dire c'est comme ça que tu nous dis au revoir, mec, c'est chaud. Du coup il a pas pu prendre sa retraite dessus, il a continué après.
jusqu'à certains matchs en Arabie Saoudite où c'était vraiment la merde, et du coup, là, il a dit, ouais, c'est bon, stop. Mais ouais, le moment, il était incroyable. Genre, 80 000 personnes qui se sont tues. Ouais, c'est ça qui m'a... C'est le silence. Aucun bruit. Genre, c'est compliqué de dire à 80 000 personnes, fermez vos gueules, tu vois. Mais là, le moment, il était tellement fort, tellement puissant, tout le monde était bouche bée. Et t'as juste le manager, Paul Heyman, le manager de Brock Lesnar, qui était toujours dans son personnage, qui était choqué, qui était en mode, mais non! Et on entendait des petits bruits d'un peu de choc et tout ça. Genre, c'est ça que je trouve tellement beau dans le catch, c'est que, en vrai, on s'en bat les couilles, c'est des personnages qui font des trucs. Mais c'est genre 80 000 personnes qui partagent une émotion, et même nous, quand on n'est pas dans le stade, et ben on en parle encore, c'est tellement genre, pas important. C'est tellement genre, comment dire? C'est insignifiant comme instant. Ouais. Et genre le fait de ressentir quelque chose de si fort pour un petit moment insignifiant, moi je trouve ça tellement beau. Ah, mais moi j'étais avec mon frère. Il était 4h du matin, c'était en pleine nuit, tu vois. Et mes parents, en plus j'avais demandé à ma mère à l'époque, j'étais encore au lycée, je crois, lycée ou collège. Et j'ai dit à ma mère, maman, je peux regarder ce soir. Je travaille demain, je vais à l'école, je sais. Ouais. Mais ce soir, voilà, faut que je regarde. Elle me dit, allez, si tu veux. Et on était avec mon frère et tout. Donc on était grave chaud. Et tout le monde dormait. Et là, vraiment, il y a ce moment-là. Et franchement, déjà, il y avait pas trop de bruit parce qu'on avait évité de faire du bruit. Ouais. Mais là, avec mon frère, on s'est regardé. Et je pense qu'on a fait de bruit pendant au moins 5 minutes. Ouais. Et on s'est regardé en mode, c'est pas possible. Et tu vois, je pense que même un film m'a jamais touché autant que la fin de ce match. Ouais. C'était horrible. J'avais tellement de... Mais parce que ça veut dire beaucoup de choses. Parce que, effectivement, genre, la streak de l'Undertaker a débuté à peu près à l'âge que j'avais. Ouais, en fait, c'est une partie de mon enfance qui s'est arrêtée à ce moment-là. En mode, ok, ce personnage-là n'existe plus à partir de ce moment-là. Faut lui dire au revoir. C'est fini. Il y a un peu ce côté de, ok, c'est une autre époque qui commence. C'est très puissant, ce genre de moment. C'est le genre de moment que tu peux retrouver un peu nulle part ailleurs, parce que jamais dans le foot tu vas avoir des gens qui prennent leur retraite, et effectivement, genre, quand Zidane il donne son coup de boule à Materazzi en 2006 et qu'il termine sa carrière là-dessus, ça te fait quelque chose. Tu dis, ok, Zidane, je l'ai vu briller, tout ça, et ça se termine comme ça, c'est choquant, tu vois. Et là, il y a ce côté où Undertaker, tu le verras plus catcher après. C'est fini. Le personnage qui t'a fait délirer, tout ça, c'est fini. C'est un personnage. Et maintenant, il est un peu mort, quoi. Parce que le catch, c'est pas comme des films ou des séries où tu peux aller regarder des années plus tard et tout ça. Ça vieillit mal, généralement. Il y a des matchs qui vieillissent très bien, mais genre, les matchs de l'Undertaker, ils étaient jamais excellents. D'ailleurs, le seul manière. Si, enfin, les 7 derniers avant, tous ceux contre Undertaker, tous ceux contre, non, tous ceux de l'Undertaker contre Shawn Michaels, contre Triple H, ces trucs étaient, tout ça, c'était fou, très fou. Très bien scénarisé d'ailleurs. Ouais. Mais, à partir de ce moment-là, c'est fini. Et, il y a un petit sentiment de deuil et tout. Enfin, c'est un petit cocktail d'émotions qui est assez unique. Enfin, moi, je pense que c'est un moment que je me souviendrai toute ma vie. Et en plus, moi, mon beau-père regardait le catch. Il a arrêté très vite, mais il regardait le catch, et quand nous, on a commencé à s'y mettre, je disais, ah ouais, Undertaker, il était trop bien et tout. Vraiment, on en a parlé comme un héros. Du coup, je pense que c'était mon personnage préféré, moi. Vraiment, de beaucoup de monde, je pense. Et ouais, je pense que depuis, je me suis attaché à ce personnage-là de par mon beau-père. Et après, en le voyant et tout, je me suis dit, c'est génial. Et depuis maintenant, les trucs qui sont trop scénarisés, un peu comme on a pu, je sais pas si tu as regardé un peu récemment. Si, je continue toujours. Tu regardes le match des bûcherons avec les zombies. Ah ouais, non, mais ça c'était mais... Tu vois, non, mais alors, pareil, ça, c'est pas le meilleur moyen de vous vendre le catch. non. Mais en plus, l'histoire de ce match-là, elle est horrible. C'était horrible, mais c'était nul. Je crois que c'est le match le plus nul que j'ai vu. Mais pareil, comment elle s'appelle, la fille là qui est devenue, qui fait l'enfant et qui devient un Alexa peu Bliss. Alexa Bliss, voilà. Genre, moi je trouve que en fait, le problème de la WWE maintenant, et même, enfin, ça date depuis 2019-2018, c'est que les créatifs, ils sont nuls à chier. Et que, le problème, c'est que, la compagnie WWE a fait un deal avec l'Arabie Saoudite pour beaucoup de matchs. Ils ont fait un deal avec Peacock, qui est une plateforme de distribution un peu comme Netflix, mais aux États-Unis, qui fait qu'ils ont énormément de rentrées d'argent, et du coup, ils se cassent plus la tête à avoir des bons scénaristes qui doivent payer énormément pour avoir des bons shows. Ils se disent, de toute façon, les gens, ils vont regarder, de toute façon, tout ça. Du coup, l'histoire, elles sont pas ouf. Les histoires, elles sont vraiment pas bien. Genre, ils maîtrisent pas le surnaturel. En fait, ils lancent des débuts, des trucs comme ça, sans explication. Du coup, c'est pas cohérent. Et genre, on peut critiquer le catch comme on veut, mais ça reste... Genre, les histoires qui nous plaisent le plus, c'est les histoires qui sont cohérentes. Ouais, absolument.
Et le problème, c'est que Vince McMahon, qui est le président et qui est vraiment celui qui prend toutes les décisions créatives, c'est lui qui, comme c'est la tête, tu vois, c'est lui qui donne le fin mot de ça, et c'est devenu un peu un vieux monsieur de 74 ans qui un peu 5 minutes avant le début d'un show dit, finalement on va faire que c'est toi qui gagne, et puis toi tu vas aider lui, et puis même si vous étiez pas potes il y a 2 jours, et maintenant vous êtes potes, allez-y. Et tu fais, et c'est un peu compliqué comme époque, parce que à la fois on est très très reconnaissant de ce monsieur, mais à la fin on se dit, mais casse-toi de ce poste, quoi. C'est Papy Gâteux qui fait des histoires de Papy Gâteux, et c'est horrible, parce qu'on regarde un peu, moi je regarde un peu le catch comme étant un accident de voiture auquel je vais un peu freiner pour observer, tu vois. Et c'est compliqué parce que je vois beaucoup de messages en mode, mais vivement que Vince McMahon il meurt, comme ça il laisse sa place, tu vois, parce qu'on sait que la relève elle va être excellente, genre Triple H qui est son beau-fils et qui fait un travail incroyable avec la NXT, qui est une autre branche de la WWE. Je regarde pas du tout par contre ça. Ah, c'est la WWE mais en bien. Ah ouais? Ouais. Bah, je vais regarder. Et voilà, tu me l'as vendu. Et du coup, on attend que ça, mais en même temps, c'est triste de souhaiter la mort de quelqu'un qui nous a apporté un peu de bonheur, tu vois. Du coup, on est là en mode, on soutient, parce que, comme même, je peux pas ne pas regarder du catch, tu vois, parce que ça m'a apporté tellement de choses. qu'on est là, on soutient, on représente. Mais, compliqué à vivre en ce moment, du coup, commencez pas maintenant. On fera c'est pas maintenant, je crois qu'en plus le public revient, le 6 juillet. Ouais, pour SummerSlam. Ouais. J'ai un petit jeu. Vas-y. Dans le podcast. Là, vraiment faire une bonne demi-heure de catch, ouais. Non, mais quand j'ai vu la ceinture, je me suis dit, attends, faut qu'on en parle quand même. Mais l'histoire de cette ceinture, en plus, c'est genre, je l'ai acheté. Dis-moi. Pour un battle de rap que j'ai fait contre Walid, Robert Poche. D'accord. Au C'est Blague, parce que je le tannais pour faire du battle de rap, parce qu'on est, à l'époque où j'étais au C'est Blague avec Adrien Walid, on était tous les trois très fans de battle de rap, et on s'est dit, vas-y, faut qu'on en fasse un. Et je sais pas pourquoi je me suis dit, allez, faut qu'il y ait un champion, comme ça on défend la ceinture. Je m'étais trop chauffé pour rien, genre j'avais acheté ça, genre 10 balles sur le bon coin. Et c'est un battle que j'avais gagné, mais genre vraiment il était nul à chier. Et j'avais gagné parce qu'il y avait plus des potes dans la salle et que c'était à 10 mètres. Mais absolument pas mérité. Mais j'étais content, genre j'ai juste vécu mon moment un peu tout seul, et j'ai l'impression qu'il y avait un peu, genre Adrien Walid était en mode, c'est genre il se fait un kiff, tu vois, genre un peu, c'est le petit, il se fait trombaille, tu vois. Mais du coup je l'ai accroché là, parce que, je sais pas, je la trouve bien ici. Ça me fait plaisir quand je la vois. Ouais, bah tu vois, en plus la ceinture, genre, moi je me suis dit, c'est que t'es fan de catch, mais tu sais, t'aurais pu ne pas être fan de catch et l'avoir acheté juste comme ça, juste pour le battle de rap. Ouais. Genre, parce que moi je me suis lancé là-dessus, tu t'aimes le catch ou quoi, ouais. Mais t'aurais pu ne pas l'avoir pour ça. Non, parce qu'en fait j'ai fait exprès d'avoir cette ceinture là, parce que je voulais pas, genre, qu'il y ait un gros W dessus. Elle est moche celle-là. Ouais, non, ça va, moi je trouve que... Non, pas celle-là, je te parle de... Par exemple, celle qu'elle utilise actuellement non, ouais, alors celle-là, ça va. Ouais. Mais celle que John Cena avait fait, celle qui tournait. Celle que John Cena, elle est dégueulasse. Je voulais un truc, parce que celle-là à la base c'est une ceinture qui a utilisé à WWC, qui est la Big Gold, qui est une autre fédération qui a été rachetée au début des années 2000. Et avant c'était le titre de la NWA, et la NWA c'est une ancienne fédération de catch qui date des années 1880. Oui, c'est vrai, à l'époque où c'était vraiment un affaire. Et moi là-bas je voulais la ceinture de la NWA, parce que c'est vraiment genre une ceinture de niche, tu vois, avec... c'est une de mes ceintures préférées de catch. Parce que justement elle est chargée d'histoire, sauf qu'elle est introuvable en jouet, et que ouais, enfin j'allais pas dépenser 200 balles ouais pour ça, pour une réplique. Mais je m'étais chauffé en mode, si on faisait une vraie ligue de battle avec les Black, de faire une ceinture customisée. Customisée, ouais, genre avec des... ouais, mais après l'histoire fait que pas possible, mais je garde cette idée là dans un coin de ma tête. Parce que je trouve ça cool. Tu sais, la ceinture des Word Up que tient Freddy Gruesome, là je la trouve incroyable, tu vois, parce que elle est customisée, tout ça, et c'est une vraie ceinture. Enfin, j'ai un petit truc avec les trophées, j'aime bien les trophées, tu vois, les médailles, tout ça. J'en ai pas des masses, mais j'aime bien en voir. On t'en a qu'une là pour l'instant, non? J'ai ce truc là, qui est un tournoi de Mario Kart gagné à la Japan Expo. D'accord. Et j'ai gagné une 3DS, et c'était un tournoi sur le 3DS? Ouais, c'était en 2010, un truc comme ça. Et j'ai gagné un jeu Mario Tennis sur 3DS à l'époque. D'accord. Et c'est le seul truc que j'ai aimé gagner. Sinon, genre, j'ai été vice-champion de France de roller derby en 2019, et genre, j'ai eu des trucs là, mais genre, il y avait pas de récompense pour marquer ce coup-là, tu vois. Enfin, ils avaient pas le budget pour des médailles et tout. D'accord. On est plein dans l'équipe, quoi. Bref. Le petit jeu. Ah bah, c'est le même jeu que j'ai fait avec tout le monde. Vas-y. Je t'explique. Je vais te dire des phrases. Ça peut être des anecdotes, n'importe quoi. Et tu vas deviner qui me l'a dit. Ah, des gens que je connais ou? C'est forcément des gens que tu connais. Parce que Maxime, des anecdotes sur toi. Ah oui, putain. Sur toi. Non, parce que t'as cité Maxime tout à l'heure, c'est Maxime qui? De quoi? Maxime, c'est Maxime C'est Bon, mais je sais pas si tu connais. C'est un gars d'Angers, pardon. Ah, ok. Bah, donc, au plaisir de te rencontrer un de ces jours, Maxime. Ouais, moi je vais aller jouer là-bas le 7 juillet, je suis très content. Ah, félicitations. Alors, la première.
Tu ne crains pas les chatouilles. Ça, c'est Alice Lombard. Ouais. Mais déjà, faut que... Tu sais que c'est un pouvoir d'Avenger, ça. Hein. Ne pas craindre les chatouilles. Ça rend les gens très tristes. Bah, Alice, Ouais. elle se tape des maxi bars parce qu'elle trouve ça très surnaturel. Mais les gens, quand ils ont envie de me taquiner et tout, tu sais, un peu, encore dans ce délire de, un peu de séduction, de, allez, je vais l'embêter, tout ça. Zéro fun. C'est un brise-joie absolu, quoi. Genre, des fois, j'ai envie de le jouer et tout, mais je suis en mode, mais non, je suis désolé, je crains pas, quoi. Mais C'est- la première chose que j'ai demandé à Ali, je lui dis, mais même les pieds? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. En plus, mais j'aime pas trop qu'on me touche mes pieds, en plus, Ouais. j'aime pas trop ça. Ouais, mais genre, j'étais étonné. Mais tu sais que les gens, ils forcent avec ça, du coup, des fois, ça, je suis en mode, arrête, et il me fait, ah, t'es chatouille. Je fais, non, juste, ça fait mal, tu m'enfonces ton doigt dans ma côte très profond, là, quand même, tu vois. Et non, je crains pas les chatouilles. Je suis désolé. Tant pis. Et il y a des tas de gens qui tentent un peu en loose day, et c'est insupportable. Mais, Ah ouais. mais, On touche de partout, ça. ah ouais. Ça va être chiant, tu m'étonnes. Tu veux une mornifle? Ah, putain, c'est Zach. Ouais. Ah, mais ça, c'est, en plus, c'est genre une Faut que tu référence. m'expliques. En fait, c'est quand on était au campus du Bravas Comedy Club, à un moment on a fait un tournage pour un projet commun de sketch show, je sais pas s'il va être diffusé ou pas, mais en gros moi j'avais un personnage qui dort et Zach il avait un personnage tout le temps en retard, du coup on n'était pas sur toutes les scènes, du coup on s'est mis en loge et il y avait une Xbox, du coup on a tapé quelques FIFA et moi je suis nul à FIFA, il m'a éclaté, et à un moment on s'est dit ouais c'est marrant parce qu'il y a Tania Lutel qui était dans le sketch show, on s'est dit ouais c'est marrant si quand Tania passe on met Netflix et on met son truc en mode ouais on apprend tu vois, un peu les faux culs. Et il se trouve que sur le compte de Shirley, il y avait du coup le compte de Shirley, il y avait un autre truc qui était genre tu veux une mornifle. Et je me dis ça doit être trop genre une privée de joke est là avec quelqu'un et je voulais lui balancer ça comme étant un choc mental, tu vois, à un moment. Et je l'ai pas encore fait, mais je perds pas l'espoir. Mais en même temps j'ai très peur qu'elle m'en veuille ou quoi que ce soit, en mode mais comment t'as vu cette info, genre que ce soit pas aussi kiffant que je pense dans ma tête, tu vois. Ok, Zach il t'a donné ça, c'est marrant. Il m'a dit ça, il m'a dit écoute, il a rigolé, il m'a dit écoute, tu me dis juste ça. T'as peur de deux choses, les poissons et les grimaces. Ouais. Si on parle sur scène, donc en vrai ça peut être pas mal de gens qui disent. Je pense que c'est Hugo qui t'a dit ça. Non. T'as dû voir qui. Bah en fait j'ai ça c'est une blague que j'ai trouvé. Enfin non c'est un truc que j'ai essayé de développer genre au campus, donc ça peut être qui t'a vu du campus récemment. C'est pas Hugo, c'est pas. Je sais pas hein. C'est Alice encore. Ouais. Ouais c'est pas. Ouais, j'aime pas parce que en fait Alice fait beaucoup de grimaces sur ses stories et elle m'en fait beaucoup et j'ai vraiment genre je pense que c'est un peu des trucs de troubles autistiques, tu vois. Mais c'est vraiment genre j'arrive pas à interpréter ce visage là, du coup je me crispe un peu. C'est pas que ça me fait peur mais c'est que ça me met mal à l'aise. D'accord. Et ça me fait pas rire ou quoi que ce soit, genre j'aime pas les grimaces. D'accord, ouais. Et même les poissons du coup. Bah les poissons c'est ouais. Ah, mais en fait c'est un peu pareil, t'arrives pas à analyser le visage. Ouais, les poissons ça a pas de paupières frère. Ça a pas d'émotion, genre c'est très compliqué pour moi tu vois un poisson. C'est laid et tiens, il y a des gens qui ont peur des araignées, moi les araignées ça va, les serpents ça va, les poissons impossible. Ah d'accord. Ouais. Ok. Dégueulasse. Et la dernière, il veut tout le temps que les gens retirent leur t-shirt. Ça c'est encore Alice ou c'est Julie? Non. C'est Adrien? Ouais. Ouais, c'est un running gag que j'avais parce que je fais un peu pas mal de blagues partout. Je suis en mode dès qu'il y a une petite tension, dès qu'il y a une phase. En fait, ça vient de base que j'aime pas trop les blagues de cul parce que je les trouve souvent pas très originales. Et du coup, j'essaye trop de chercher un peu le comment genre peaufiner une blague et la rendre un peu plus créative. Et du coup, j'ai ce running gag de on devrait pas tous enlever nos t-shirts là, genre de partir pas juste une blague de cul en mode ça sous-entend une bite, tu vois. Vraiment en mode ça sous-entend une partouze ou vraiment genre tu sais le mec un peu malaisant dans ce truc là mais un peu coquin mais un peu voilà, je suis un peu genre dès qu'il y a une petite tension je fais mec, on va tous enlever nos t-shirts, ce serait bien plus à l'aise quoi. Pour que le podcast se suive bien, ouais. Après du coup le podcast d'après ce sera Alice, ouais. Que je vois tout à l'heure. Est-ce que t'as quelque chose à me dire sur Alice? Ah, et que sans m'expliquer l'anecdote. Ah, une anecdote? Mais ouais, je t'en message, ouais, et en fait moi je te dirais du coup tout de suite, je te dirai après, donc les gens le verront une semaine après et auront du coup l'anecdote. C'est horrible. Parle-lui du concert des Black Keys. Les Black Keys? Ouais. Ok. C'est un truc, je suis pas fier de ce truc-là. Les concerts de Black Keys à... Je sais plus, c'est à Manhattan, un truc comme ça. Parle-lui du concert de Black Keys aux États-Unis. Ok, je te dirai, j'en saurai plus dans le prochain podcast. Et dis-lui que je l'aime très fort et que je suis très heureux de l'avoir rencontré. Ok, je dirai. C'est pas fini, hein, c'est pas parce que que c'est fini. Non. Qu'est-ce que je veux te dire? Ouais, je voulais, du coup, on n'a pas pu en parler tout à l'heure, mais du coup, t'as fait le Barbès, le Barbès Comedy Club. Non, ouais. T'as fait le campus du Barbès Comedy Club. Ça t'a aidé, tu me disais.
Ouais. Mais ça t'a aidé dans quoi, si tu peux être plus précis? À comprendre comment les gens me voyaient. En fait, genre, Fanny Ruet, dans les conversations qu'on a pu avoir en dehors du podcast et en dehors de la masterclass qu'elle nous a donnée, elle m'a dit que dans un des livres qu'elle m'a conseillé, je sais plus exactement lequel, il y a 3 questions auxquelles c'est important de répondre si tu veux t'aider à trouver la personne que t'es sur scène. Enfin, genre même à trouver genre ton clown, tout ça, j'ai pas exactement le bon truc, mais vous allez comprendre avec les questions. C'est qu'est-ce que tu penses être, qu'est-ce que t'as envie d'être, comment tu penses que les gens te voient, comment tu veux que les gens te voient, et qu'est-ce que tu veux raconter aux gens. Et le campus, quand j'ai débarqué avec le campus, j'ai fait ok, il y a que des gens brillants. Du coup ça m'a mis à la fois en contre pression, mais en même temps avec un peu de recul je me dis ok, mais je suis avec eux, du coup c'est-à-dire que moi aussi je dois être un peu de ma manière. Du coup ça m'a permis de reprendre un peu confiance en ma force comique. Et comme c'était pas mal de moments d'introspection et comme les gens étaient pas mal genre présents les uns pour les autres à se donner des conseils, à dire ok moi je te vois comme ça, tout ça c'est ta force, ça c'est ce qu'on a envie de voir de toi, ça m'a permis de répondre à la question comment les gens me voient. Et au fur et à mesure de comment est-ce que j'ai envie que les gens me voient, tu vois. Et effectivement on m'a dit que moi mes idées elles étaient très très cartoonesques, très loufoques, très genre en dehors de la boîte, tu vois, genre que je suis parti plus dans ce genre d'humour là que des gens définissent comme absurde, mais moi j'aime pas trop parce que j'estime que toutes les blagues par définition elles sont absurdes. Absolument, je suis entièrement d'accord. Et juste de ce petit truc un peu enfantin, un peu rassurant, mais un peu vraiment genre en mode ouais c'est le truc que personne n'y a pensé, genre qui va penser à ça, tu vois, qui va penser à cette solution là. Et ils ont tous été genre ouais très 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 gentils, très très rassurants parce que je suis un peu quelqu'un de flippé au fond, tu vois, et très attentif à essayer de trouver le petit truc que j'avais de brillant en moi, tu vois, qui était un peu enfoui derrière des tas d'incertitudes, des tas de rôles, de ouais faut que je me comporte comme ça, et ils m'ont dit en fait ça m'a permis justement enfin je me suis beaucoup découvert là-bas, tu vois. D'accord. De par les autres, genre les gens m'ont découvert et parce qu'ils m'ont expliqué comment est-ce qu'ils m'avaient découvert, qu'est-ce qu'ils voyaient de moi, je me suis fini par me découvrir parce que je fais ah ouais en fait je suis complètement d'accord avec la personne que vous voyez, tu vois. Et genre je pense que c'était la première fois que autant de gens s'intéressaient à moi, à la personne que j'étais, tu vois. D'accord. Tu vois. Genre avant c'était pas trop arrivé, tu penses? Non, parce que j'ai pas énormément d'amis, et puis genre les amitiés que j'ai eues, c'est beaucoup moi qui allais rassurer les gens et pas forcément l'inverse. Et là j'ai eu des moments où genre, comme il m'est arrivé l'histoire de j'ai perdu ma nationalité française, que j'étais énormément dans la merde, que ça allait pas forcément bien pendant ces 5 mois-là, bah j'ai eu pas mal de gens qui m'ont un peu supporté dans cette épreuve-là, qui ont été très attentifs, très à l'écoute, et j'en suis extrêmement reconnaissant, et juste pour ça m'a énormément aidé, et juste une fois que moi ça finit par aller mieux dans mes baskets, au niveau de mes textes, j'étais beaucoup plus carré, beaucoup plus droit sur ce que j'avais envie de raconter et comment j'avais envie de le raconter. Et du coup, j'ai pu expérimenter devant eux, j'ai pu me planter devant eux, et puis ils ont pu m'expliquer, ils ont pris vraiment du temps pour eux. Et c'est la première fois qu'il y a eu autant de gens qui prenaient du temps pour moi. Donc forcément, ça m'a fait énormément de bien. C'est un peu une phrase bateau, mais on dit souvent que les vrais amis, on s'en rend compte quand on a besoin d'eux. Mais je pense que vraiment c'est vrai. C'est un vrai truc. C'est une phrase bateau, on te le dit souvent, mais Je suis pas forcément à l'aise avec le fait d'avoir besoin des gens. J'ai envie. Tu penses pas avoir besoin des gens? Bah, je pense que c'est pas forcément ça d'avoir besoin de quelqu'un. Après, des fois, genre, tu sais, des fois, genre, quand t'es malade, t'as besoin d'aide, genre, quand tu te sens pas bien, ça, t'as besoin d'avoir un médecin, tout ça. Genre, des fois, j'ai besoin de sociabilisation, de ça. Mais je pense que je dois pouvoir me débrouiller sans. Mais du fait que les gens, ils aient pas forcément, genre, j'étais pas dans une grosse situation de détresse, que les gens me disent, non, juste, ça nous fait kiffer d'être là pour toi. Et moi, j'étais en mode, ok, soyez là pour moi, je vous refuse pas, j'en ai pas forcément besoin, mais soyez là parce que j'ai bien envie de vous recevoir. Juste ça, je trouve ça vachement plus sain. Je pense que les vrais amis, c'est les gens avec qui j'ai envie d'être et qui ont envie d'être avec moi. J'ai pas besoin d'eux, mais j'ai envie d'eux. Tu vois? Ah ouais, tu vois la nuance ou pas? Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est pareil, encore une fois, relation de couple. Moi, si je suis avec une meuf, c'est pas que j'ai besoin d'être avec elle, c'est que j'ai envie d'être avec elle. Sur ça, je te rejoins plus, mais sur les gens en général, parce que moi, du coup, j'ai pas de copine et je pense pas en avoir besoin, en tout cas actuellement. Après, je dis souvent actuellement parce que je pense qu'il y a jamais. On dit jamais. Comment on dit? Attends. Ne jamais dire jamais, voilà. Ouais. Mais au niveau des amis, je pense que moi, j'ai besoin, et je le dis, j'ai besoin d'avoir des gens parce que j'ai envie aussi de les voir. J'ai envie, mais sans eux, sans les gens en général, je pense pas que je serais là. Vraiment, je pense que c'est un besoin. J'ai besoin des fois de sortir, de voir des gens.
Ah oui, mais Des fois, non, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, j'envoie un message à ma pote. Je dis, là, je lui dis, on se voit. Si elle me dit, je peux pas, je lui dis, là, j'ai besoin. Genre, des fois, j'ai pas besoin, mais j'ai besoin. Et pareil, je pense que c'est vraiment un besoin. Je pourrais pas, j'ai dit beaucoup de fois besoin. Non, t'inquiète. Mais j'ai l'envie, mais il y aurait pas ça. Je t'avoue, ça va faire un peu chelou ce que je veux dire, mais je sais pas si je serai là. Ouais, justement, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être un peu dangereux d'avoir besoin des gens. C'est justement pour ce genre de réflexion. Ouais. Je suis pas en danger si je suis tout seul. Je suis pas en bon état, mais je suis pas en danger. Je peux me débrouiller tout seul. Par contre, j'irai jamais aussi loin tout seul. J'en suis, tu vois, j'en suis reconnaissant de tout le temps qu'ils m'ont donné, et si je suis là, c'est un peu... Enfin, si je réussis à me trouver et à être beaucoup plus fort aujourd'hui et à avoir step up de ouf pendant ces 5 mois, c'est grâce à eux. Mais sans eux, genre, je serais pas en détresse. Et genre, je pense que je serais... Enfin, forcément, je serais moins fort, tu vois, mais j'ai pas besoin d'eux. Tu vois. Ouais. J'ai pas besoin d'eux pour essayer de travailler fort et de progresser. Ils m'ont offert du temps, ça m'a permis de progresser de ouf, j'en suis reconnaissant de ouf. Mais je préfère me dire que j'ai pas eu besoin d'eux, que j'ai eu envie d'eux, qu'ils ont eu envie de m'aider, et que ce soit comme ça que ça s'est fait. Je trouve ça vachement plus sain. Ouais, je suis, c'est bien de voir comme ça, et je comprends totalement. Mais, c'était triste à dire, mais moi, franchement, je pense que c'est un besoin. Ça fait très dépressif, hein, c'est possible. Ouais. C'est sûr même. C'est sûr aussi que c'est pas sain. C'est certain. Alors, là, je fais une petite pause de 2 minutes. Là, on va parler suicide. Donc, je tiens à prévenir, ceux qui écoutent que ça peut être dérangeant, ça peut être quelque chose que vous n'avez pas envie d'écouter. Donc, vous pouvez passer ce moment-là. Et après, on parle d'autres choses, ne vous inquiétez pas. Et ce qui va être dit pendant ce moment-là n'engage que moi, ce que je vais dire. Et ce que Georges dit aussi n'engage que Georges. Je tiens bien à le préciser, c'est très important pour moi. Voilà. Bonne continuation. Mais après, je suis aussi quelqu'un de très à l'aise avec cette notion-là. Sans partir dans une discussion un peu chelou. Je parlais avec une amie, on en rigolait pas, mais on parlait elle me disait qu'elle allait pas trop bien en ce moment. Je lui dis ouais, moi aussi des fois je vais pas bien et tout. Et je lui dis que j'avais une notion, peut-être je le couperai, on verra. T'inquiète. J'avais cette notion sur laquelle je suis totalement à l'aise, que là j'ai tout ce que j'ai besoin, donc amis, famille, argent, parce que j'en ai besoin, tout ce que j'avais besoin. Et si j'ai plus ces besoins, enfin si j'ai plus ce dont j'ai besoin, c'est pas grave, il y a le plan B. Et le plan B, c'est clairement le suicide, mais je suis très à l'aise avec ça. Et vraiment, avant qu'on y arrive, on est loin. Je suis pas quelqu'un de suicidaire, je suis pas quelqu'un qui pense tout le temps à dire faut que je me suicide ou quoi, pas du tout. Mais j'ai cette notion-là, me dire j'ai tous mes besoins, là ça va. Si j'en ai moins, ça va. Si j'en ai plus, là c'est compliqué. Parce que pour toi le suicide c'est un plan. Ouais, en fait c'est vraiment c'est très très chelou, hein. Je sais que quand je le dis ça fait très peur en général, mais je me dis là j'ai mon plan A qui peut aller dans plein de chemins, tu vois. Mais j'ai toujours ça au cas où genre je suis très très malheureux. Ouais. Je pense pas que je serai très malheureux très longtemps. Mais genre c'est très triste hein, ce que je veux dire, mais franchement je suis très à l'aise avec ça, vraiment très à l'aise. Mais pour moi ma vision des choses c'est que si t'as plusieurs plans, c'est plusieurs plans qui doivent répondre à un même objectif, tu vois. Et pour moi genre si tu me dis le plan A c'est d'être épanoui, heureux, tout ça, et le plan B c'est le suicide, c'est quoi l'objectif en commun qui correspond à ces deux plans? Pas être malheureux je pense. Ouais, ok. Par contre il y a une grosse faille dans le plan suicide. C'est-à-dire après franchement je tiens à préciser pour les gens qui écoutent vraiment je me dis pas je vais me suicider un jour, pas du tout, vraiment avant qu'on y arrive on est loin, très loin. Donc aujourd'hui je suis très heureux, je suis très bien, tu vois. J'ai des moments de déprime comme tout le monde, mais voilà. Mais c'est à dire que pour moi le suicide c'est pas une question, enfin associer le malheur au suicide c'est un peu un raccourci. Ouais, mais c'est un gros raccourci. Pour moi, c'est un très gros le raccourci, enfin le suicide c'est genre la finalité d'une pathologie. Une pathologie qui est donc une maladie. Une maladie qui est donc un dysfonctionnement d'un de tes organes. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as pas d'argent, pas d'amis, tout ça, ça va te créer effectivement genre un profond mal-être, genre un profond, une profonde détresse.
mais ça veut pas forcément dire que tu vas rentrer dans quelque chose qui est maladif, qui est dans pathologique. Le suicide, c'est pas censé être une option, c'est pas censé être un plan. Le suicide, c'est une conséquence de quelque chose de très grave. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que tu vas avoir une détresse et tout ça. Genre, ton plan, ça peut être de je me barre et je vais faire l'humanitaire et tout ça. Mais tu peux pas dire ton plan, c'est le suicide. Ouais, après C'est quelque chose qui s'impose à des gens qui vont pas bien. Tu vois? Ouais, en fait, je pense que je me suis dit ça. Pareil, en fait, à un moment au collège, par contre, j'avais vraiment des pensées. Je suis allé voir un psy et tout, et c'était vraiment pas bien. Et parce que on m'avait diagnostiqué une maladie, tout ça. Et c'était pas bien. Et je me suis dit à ce moment-là, attends, pourquoi tu veux te suicider? Et je réfléchis avec tout ce que j'ai, tout ce dont j'ai besoin, et je me suis dit, attends, j'ai tout ça pour l'instant. Okay. T'as aucune raison de vouloir partir pour l'instant. Et en fait, je me dis, si j'ai plus aucune de ces raisons, je pense que ça m'a aidé à justement pas aller trop loin dans le truc. Justement, au contraire, me dire, attends, t'as tout ça, ouais. Mais si t'as plus ça, ça va être compliqué. À ce moment-là, ça va être compliqué. Là, pour l'instant, c'est pas compliqué. Pour l'instant, c'est simple. Bah, ce qui s'est passé, c'est effectivement, t'as eu le début d'une maladie au collège. Ouais. Qui est genre plus ou moins nommée comme étant la dépression. Que t'allais voir un médecin. Qui t'a permis de te guider vers des possibilités qui a pu genre un peu rééduquer ton cerveau, à repenser d'une bonne manière, à resécréter genre de la sérotonine et d'autres hormones qui t'ont fait plaisir. Et au final, quand t'as réussi à te réenclencher dans la machine, ton cerveau n'était plus dysfonctionnel, il fonctionnait correctement, et du coup t'as pu te sortir de cet extrait-là. Ouais. Moi, la dépression, je la vois vraiment comme ça. Comme étant, genre, à un moment, le cerveau, il va pas bien, parce que c'est un organe comme tous les autres, à un moment, il peut, genre, péter un câble. Moi, mes intestins, ça m'arrive d'avoir une grosse chiasse, ils pètent des câbles, je vais voir le médecin, je prends mes docs, allez, fini. Tu vois? C'est pas forcément si simple pour le cerveau, mais pour moi, genre, si à un moment tu ressens un extrême malheur, tout ça, une extrême détresse, alors qu'effectivement t'as tout ce qu'il te faut dans ta vie, c'est juste ton cerveau qui ne réagit pas de la bonne manière aux éléments qui l'entourent. Et effectivement, faut aller voir des gens qui sont compétents pour ça, qui vont pouvoir rééduquer ton cerveau, qui vont pouvoir peut-être t'aider avec une système médicamenteuse, dans un instant ou même sur un plus long terme, qui vont te donner un traitement, qui vont te donner genre de nouvelles pistes de réflexion pour justement remettre cette machine-là en route. Ouais. Mais c'est pas un plan. Genre le suicide. Enfin, moi, je le vois vraiment pas comme étant un plan. Genre, pour moi, c'est un genre, limite, un tout petit peu respectueux envers les gens qui se suicident, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois absolument ce que tu veux dire à ce niveau-là. C'est comme si tu disais, vas-y, j'ai trop mal au bras, ça se trouve, mon plan B, pour plus avoir mal, c'est je vais le couper, tu vois. Ouais, non, je vois ce que Ouais, non, je vois absolument ce que tu veux dire. C'est un très bon exemple, le bras. Là, sur le coup, c'est un très bon exemple. D'ailleurs, peut-être mon bon exemple, tu sais plus d'arguments, enfin. C'est pas grave. Non, mais de toute façon, moi, je suis très à l'aise aussi à pas avoir d'arguments, ça m'arrive. Après, peut-être t'as besoin d'un peu de temps pour digérer la conversation, et puis tu vas te retrouver de nouveaux arguments un peu plus tard. Oui, bah, de toute façon, ça c'est comme tout le monde en général. Mais ouais. C'est pas con. Après, je vais bien. Je te crois. Non, je précise. Je te crois. Je précise parce que tu sais, de toute façon, ma mère, elle va écouter ce podcast, je vais dire, Vincent, ça va et tout. Bonjour, maman, Madame Barra, du coup. Madame Barra. Chantez Madame Barra. Exactement. Ravi de vous croiser à l'occasion. Tu sais que c'est même pas mon vrai prénom, Barra. Ah ouais? Ouais. C'est le nom de ma mère, mais c'est pas le nom de moi, c'est le nom de mon père que j'ai. Mais je change bientôt, normalement, il faut que je m'occupe de ça. Et alors, je sais pas si tu vas en parler, mais tes papiers, ça en est où? Ça en est... À la base, j'ai reçu un premier recommandé, du coup, pour expliquer un peu ma situation, genre. J'ai perdu ma carte d'identité en faisant une livraison, j'ai essayé d'en faire une, ils se sont rendus compte que depuis genre ma naissance, j'avais pas le droit à avoir la nationalité française, du coup, ils m'ont repris de ma nationalité française et ils m'ont dit qu'à partir de maintenant, considéré comme pas français, et même tous les événements d'avant, ils sont considérés comme étant une erreur, du coup, plus applicable. Du coup, je me suis retrouvé à être apatride, parce que mes parents biologiques sont égyptiens, mais ils m'ont jamais déclaré à l'état civil en Égypte, et que mauvais plan de me faire des papiers maintenant, parce que ça veut dire service militaire, et je sais pas parler arabe, j'ai des tatouages, je suis un peu queer sur les bords. Pas bon plan pour moi d'aller faire un service militaire. T'as peut-être pas envie non plus. Bah non, et clairement pas. Genre, clairement pas la personne qui est prête à tenir une arme, tu vois. Mais du coup, galère pour récupérer des papiers français parce que l'administration, parce que c'est long. Alors que je suis né à Paris, que mes deux parents aujourd'hui ils sont français, tu vois. Mais c'est juste comme je suis tombé un peu dans une faille administrative et juridique, et bah ce qui fait qu'aujourd'hui là, j'ai toujours pas de papiers en règle. Et techniquement, j'ai pas le droit de rester sur le territoire parce que j'ai pas de papier, mais j'ai pas d'endroit où partir parce que j'ai pas d'autres pays qui peuvent m'accueillir.
Ce qui fait que si je me fais contrôler là, je sais pas ce qui se passe. Au pire, au mieux, je fais rien du tout. Le mec, genre, le policier ou la policière qui me voit, il me dit ouais, c'est trop de paperasse, on s'en bat les couilles, on laisse partir. Et un peu moins pire, je fais du regard à vue, ou alors je fais un peu de détention provisoire, ou au pire, je fais beaucoup de détention provisoire parce qu'ils savent pas ce qui se passe. Donc là, j'en suis au point où j'ai plus à rendre le passeport que j'ai sur moi. Parce qu'il y avait une procédure où je devais le rendre là dans une vingtaine de jours. Et que sinon attends, j'ai recommandé, mec, je te le fais dire si tu veux. Je dis exactement ce qui est marqué. Vas-y. Quel point c'est une dinguerie. C'est où? Voilà, sans observation de votre part, dans un délai de 2 mois passé la date de convocation, je me verrai dans l'obligation d'informer le ministère de l'Intérieur et d'invalider votre carte nationale d'identité et votre passeport, et d'inscrire votre état civil au fichier des personnes recherchées. C'est-à-dire que je me retrouve à être recherché. Si j'en ai pas mon passeport. Et là, j'ai fait un recours pour dire, ah, non mais les gars, abusez pas, rechercher, c'est quand même un peu hoche. Du coup, ils m'ont dit, écoute, on fait une pause sur les démarches, mais il faut que tu prouves que t'es français. Et c'est très compliqué pour moi de prouver que je suis français, sachant que je suis né à Paris de 2 parents français. Parce que ça semble tellement évident que ça devient très très complexe. C'est comme si je te disais, vas-y, prouve que 2 plus 2 ça fait 4. Si t'as pas fait des années d'études en mathématiques pour faire la démonstration correcte d'une simple addition, ça devient très très complexe, tu vois. Et je suis exactement dans ce cas-là. Ah, c'est fou. Quand j'ai vu ta publication là, sur Facebook, je pense que t'avais l'air paniqué quand t'as reçu la première lettre, tu m'étonnes. Parce que, en fait, moi, je suis le premier de la génération à être né en France. Ouais. Que je suis né hors mariage. Contrairement à tous mes petits cousins et ma petite sœur. Du coup, dans la famille, personne n'avait eu à gérer ce genre de cas-là, tu vois. Donc, en plus, moi, du côté de ma mère, on se parle plus. Mm-hmm. Parce qu'elle m'a pas du tout aidé sur ces paliers-là. Donc, du coup, moi, je devais choper des actes de naissance, sachant que j'ai plus de contact avec ma mère. Que c'est compliqué d'avoir les actes de naissance des grands-parents, sachant qu'il y en a qui est pas loin d'avoir 90 balais et que ma grand-mère aujourd'hui elle est morte et que c'est compliqué parce que en plus c'est les états civils en Égypte, c'est une dinguerie, tu vois, genre c'est un truc sur une feuille sur un papier brouillon A4 et genre moi je sais qu'il y a pas mal de mes oncles et mes cousins qui ont pas leur date de naissance au moment de leur naissance parce que c'est en fait genre en Égypte tu déclares pas l'enfant le jour de la naissance parce que sinon ça fait des taux de mortalité infantile qui sont super élevés, tu vois. Du coup ils se disent bon on va attendre 5-10 jours et puis voilà, tu vois. Donc c'est compliqué à justifier de trouver des vrais papiers, tout ça, sachant que moi je sais pas parler la langue, faut aller voir l'État français qui te renvoie la mairie de Nantes, parce que c'est Nantes qui gère tout les certificats de naissance des Français mais qui sont nés à l'étranger, tu vois. C'est que des papiers, que des galères. Et il faut que je sorte des tas et des tas de papiers qui sont des originaux de moins de 3 mois, le truc il a commencé en novembre, on est presque en juin, il y a des trucs qu'on périmé, faut que je recommence. Du coup je pense que j'en ai encore pour une petite année de galère administrative là-dessus. En vrai, j'espère que ça va aller. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est... Okay. Ah, ça me rend fou. Genre, c'est comme tu dis, moi, ça me paraît tellement simple. Ouais. Comme tu dis, de plus de font 4, exactement. Je suis né à Paris. T'es né à Paris, de 2 parents français. Et si, tu veux quoi de plus? C'est-à-dire que ma mère, elle est égyptienne, elle a été née sur les françaises. J'ai été adopté par mon père qui est français. Ma petite sœur est française. J'ai fait toute ma scolarité ici. J'ai voté, j'ai fait ma JAPD. Mais comme ça leur semble trop évident, et ils fouillent. Parce que en 96, le droit du sol, ça n'existait pas. Et qu'en Égypte, le droit du sang, c'est applicable que si ton père biologique te reconnaît. D'accord. Parce que c'est putain de sexiste. Mais c'est... Moi, franchement, quand j'ai vu ça, mais... j'étais avec Camille, celle qui était venue. Ouais. Et je lui ai dit, mais attends, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, là, ce qui lui arrive, genre... J'ai cette chance, moi c'est un truc qui m'arrivera jamais parce que j'ai toujours des parents pas totalement français mais voilà mais genre en plus ils te font chier et du coup tu vis un peu quand tu sors dans la peur de se faire contrôler quand même. Je suis pas retourné en manif depuis. tu m'étonnes et en fait c'est arrivé genre quelques jours après le début du campus. Ça m'a en fait j'ai beaucoup de mauvais sentiments vis-à-vis de ça. Parce que le campus, tu vois, genre parce que ça m'a ruiné mon campus, j'ai loupé des cours et tout ça. Ouais. Parce qu'en vrai, genre le campus, j'ai sorti 1500 balles de ma poche, sachant que j'ai jamais eu un vrai métier stable et tout ça. Du coup, j'ai vraiment fait Uber Eats à livrer des McDo sous la pluie, sous la neige pour avoir 1500 balles, pour au final ne pas assister à tous les cours. Parce que j'ai dû gérer mes papiers à côté. Ça m'a fendu le cœur, ça m'a... J'essaie de m'éloigner un maximum possible du seum, de manière générale. J'ai une poule de seum envers ce qui m'est arrivé. Envers tout ça.
Et juste le fait que le nombre de fois où je suis allé dans différents tribunaux et devant les administrations, et juste qu'ils me disent non mais il faut faire ça de telle manière, on vous a pas expliqué, je sais pas qui vous a expliqué, et qu'ils me prennent pour un con alors que moi je travaille pas là-dedans. Bah non, c'est ça c'est un truc... Ça, c'est la administration française. Ça, Ouais. c'est... Mais ça rend ouf parce que j'ai jamais ressenti de la colère au point que ça m'ait donné envie de vomir. Genre à un moment, il y a un moment, je devais sortir des certificats de scolarité de mes collèges et lycées. Ils m'ont dit non, c'est juste tu leur envoies un mail, ils t'envoient le certificat, c'est bon. Du coup j'envoie le mail, ils m'envoient le certificat, je l'imprime, ils me disent non, il faut les originaux. Je dis madame, vous m'avez pas dit qu'il fallait les originaux. Fait mais si, je vous ai dit les originaux, c'est quoi, c'est quelqu'un d'autre qui vous l'a dit? Moi c'était jeudi dernier, c'était pas moi hein. Moi j'étais là jeudi dernier, moi je vous ai dit ça, non vraiment c'est pas moi, c'est vraiment pas moi. Je suis parti voir les lycées qui m'ont dit mais pourquoi tu reviens, ça fait 4 fois de suite que tu reviens, nous demander la même chose, ça a mis du temps. Quand je suis arrivé voir la dame, elle m'a dit ah mais pourquoi vous êtes pas venu la semaine dernière, enfin il y a une semaine. Quand je vous ai dit ça, pourquoi vous avez entendu trop moi, je fais mais c'est pas ma faute, j'ai une vie à côté de ça. Bah oui. Et à un moment elle m'a fait ah mais non mais c'est bon, on va se débrouiller, non c'est bon, bon vous auriez pu faire un effort. Boule noire dans mon estomac, qui fait qu'à un moment j'étais au point de me dire genre, tu sais, j'avais tellement de mal-être en moi que je me suis dit, si j'éclate le plexiglas qui nous sépare avec ma tête, peut-être ça va plus me faire du bien que ça va apporter de problème, parce qu'effectivement, ça va dire que la personne de la sécurité va venir, qu'il va y avoir les flics, du coup, je vais peut-être aller en garde à vue, que je vais peut-être aller en détention provisoire, je me dis, peut-être me défouler là, à cet instant-là, genre, écouter ma pulsion de colère qui me dit, casse tout, menace, gueule, c'était une bonne chose à évaluer. Enfin, c'est genre, ça se dit, moi, c'est quelque chose, j'ai peut-être envie de le faire, peut-être c'est ce qui est le plus raisonnable à faire à l'instant. C'est compliqué de se dire, peut-être qu'écouter ma pulsion de colère, c'est la chose la plus raisonnable. Et c'est encore plus compliqué de la garder en soi. Parce que la pulsion de colère, là, j'ai pas eu l'occasion de la défouler. Et je l'ai encore en moi. Et je cautionne pas les gens qui pètent des câbles et qui cassent tout et qui deviennent menaçants et qui parlent mal à des gens. Mais bon. Je les ai jamais autant compris qu'à ce moment-là. Mais sinon, je crois qu'ils font du stand-up en Égypte. Hein. Ouais, mais j'ai pas le droit d'aller en Égypte, c'est ouf. Je peux pas aller en Égypte. Non. J'ai pas de visa. J'ai pas de carte pour aller là-bas. Je suis personne là-bas. Je crois avec mes tatouages, j'ai dit bon, c'est certainement pas. En plus, je suis chrétien. Enfin, je suis copte. Copte. Ouais. Je vais m'expliquer. Copte, c'est. Enfin, je suis copte. Je suis complètement athée, tu vois. D'accord, ok. Ma famille est copte orthodoxe chrétienne, du coup, qui est une branche du christianisme. Qui est au moment de la scission de l'Empire romain à la chute. Ouais. Il y a eu l'Empire d'Occident, l'Empire d'Orient avec Byzance. Et du coup, parce qu'il y a eu genre 2 branches du christianisme qui sont fait un peu une guerre et qui sont séparées à ce moment-là, tu vois. Et nous, on descend de cette période-là. Donc, avant les invasions barbares, avant les invasions perses, les invasions... du coup, toutes les premières colonisations islamiques qui sont venues, tu vois, genre nous, on était là avant les autres. C'est des événements qui ont eu lieu il y a quelques milliers d'années, du coup, tu peux pas dire, moi je suis pharaon, tu vois, je suis là depuis le début, tu vois. Mais, ce qui fait qu'on est une minorité, tu vois, on est une minorité chrétienne dans une région qui a majorité musulmane. D'accord, ouais. C'est-à-dire que je me retrouve à être une minorité en France, et si je vais en Égypte, je vais me retrouver dans une minorité. C'est compliqué. Bah ouais, Donc ouais, c'est sans doute qu'ils font du stand-up en Égypte, mais je pourrais pas aborder tous les sujets en mode j'ai envie de coucher avec un mec, mais j'ai un peu peur, tu vois. ça, je suis pas sûr que ce soit bien reçu là-bas. Je suis pas certain. Après, je connais très peu l'Égypte. À part les pyramides, je vois pas trop. Après, on en est plus là, mais. Ouais, je crois qu'ils ont acheté des rafales à Macron il y a pas tant de temps. Ah ouais, bah, un peu tout le monde d'ailleurs, je crois. Un peu moi qui achète des rafales à Macron. Bah, c'est compliqué parce que tu vois, il y a eu les révolutions arabes en 2011. Si je dis pas de conneries, c'était en 3ème. J'étais en 3ème avant le. Ouais, donc 2011. Du coup, ils ont renversé Moubarak, qui était un dictateur qui était là depuis des dizaines d'années, et avant, il y a eu d'autres gens, il y a eu d'autres gens. Et il y a eu à la fin de la colonisation anglaise, il y a même eu un roi, ils ont installé un roi. Et après, il y a eu genre des démocraties, dit-il en faisant des guillemets. Oui. Et révolution, ça a amené quelques années de chaos. Après, il y a eu les frères musulmans, qui est l'équivalent de l'extrême droite, en gros, qui a pris le pouvoir, et ils se sont fait renverser par Sisi, qui est un général. D'accord. Qui est aujourd'hui le président, mais c'est un général de l'armée, du coup c'est l'armée qui a pris le pouvoir, tu vois. Du coup c'est pas dans la dictature, quoi. Ouais, c'est-à-dire que il y a eu des élections démocratiques, mais qu'il a eu 90% des voix. Après 90%, c'est un score tout à fait raisonnable pour la région dans laquelle on vit. C'est-à-dire que c'est effectivement, moi j'ai eu des gens de ma famille qui l'ont soutenu très très fort, du coup je pense que c'est pas forcément complètement truqué, mais ça reste que c'est un militaire qui est au pouvoir. Donc c'est compliqué à gérer. Après, de ce que je vois, c'est un peu crade ce qu'il fait, mais c'est pas ce qu'on aurait pu avoir de pire.
T'es proche un peu de ta nationalité et de tes... Bah, d'aucune là pour l'instant. Non mais oui. Oui, mais du coup, de ta famille en Belgique, j'allais dire. En Belgique. Ouais. En Égypte Non. Non, plus. Non, parce que du coup, mon père biologique, je l'ai pas connu. Du coup, il y a toute la moitié qui saute. La deuxième moitié, c'est par ma mère je lui parle plus. Après, il y a ma tante qui habite pas très loin, du coup, je suis très très proche de mes petits cousins. J'ai du coup la tante de ma mère que j'appelle ma grand-mère parce que ma grand-mère est morte quelques temps après ma naissance. Du coup, ça va, je suis encore un peu proche, mais je suis proche des gens qui sont en France, tu vois. D'accord, ouais. Parce qu'il y a une grosse partie de ma famille qui a émigré en France. Parce que ça devenait compliqué. Parce qu'à la base, genre, ma famille, historiquement, on a une grande histoire avec la France, c'est-à-dire que mes grands-parents, ils étaient dans une école française, au Caire, tout ça. Il y a eu pas mal de relations diplomatiques entre... Je sais pas, c'est pas forcément diplomatique, mais juste... petit côté prestige et tout ça qui s'est pas ressenti au niveau de nos richesses, tu vois, parce qu'on est vraiment... Enfin, on habite chez ma famille en Égypte, dans la banlieue du Caire, à Chobra, qui est vraiment une petite ville paumée à 2 doigts d'être un bidonville, tu vois. Mais il y avait ce côté-là qui est très 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 proche de cette culture-là et tout ça, ce qui fait que ouais, c'était pas forcément intéressant pour eux de rester en Égypte toute leur vie. Du coup, ils sont tous enfin, la plupart ils sont venus en France, et puis il y a toute une part de ma famille que je connais parce que la barrière de la langue, parce qu'il y en a plein qui sont un peu partout dans le monde au final, et tout ça quoi. D'accord. Ok. Compliqué niveau identification et savoir ce que je suis, tout ça. Mais le campus et les potes du campus m'ont pas mal aidé, consciemment ou inconsciemment, ils m'ont pas mal aidé là-dessus. J'ai une dernière question. Ouais, je t'écoute. Mon podcast il s'appelle L'avenir sera drôle. Ouais. Est-ce que tu penses que l'avenir sera drôle avec Georges? Bien sûr. J'en suis intimement convaincu, sinon je ferais pas le métier que je suis en train de faire. Ok. J'aime pas dire sur que tu vas réussir, mais comment dire? T'es sûr que tu feras ça toute ta vie? Ou une bonne partie, j'ai envie de dire. Parce que toute ta vie, ça peut être un peu long. Non, je pense que je vais faire ça toute ma vie. Ouais. Genre, au moins j'écrirais pour des potes, ou au moins je travaillerais un peu dedans, ou je produirais des gens drôles, si à un moment j'arrive pas à être drôle, tu vois. Mais je me sens à ma place, dans ce milieu. Et je me suis jamais senti à ma place que dans ce milieu. Quoi? Vous avez posé la question, tu t'es déjà senti à ta place ailleurs ou... Pas autant du coup. Pas autant que là. Mais tu vois, je crois pas au mérite. Je pense que tout ce qui nous arrive c'est juste de la chance, de la bonne chance, de la malchance. Mais j'ai l'intime conviction qu'un jour il y a une chance qui va se présenter, enfin que plusieurs chances se sont présentées et que je les respecterai et je travaillerai fort pour au moment où il y a une chance qui se présente de respecter suffisamment pour en être digne. D'accord. Après je mériterai pas la réussite qui me tombera dessus, qui me tombera pas dessus. Mais j'ai l'intime conviction que j'aurai cette chance et je travaillerai très fort pour au moins être prêt et je l'attendrai avec impatience. Okay. C'était un peu confus la fin de ma phrase. Mais t'as capté. Vous avez capté. Ouais. Dites-moi que vous avez capté, s'il vous plaît. Envoyez-moi un petit message. Tiens, envoyez un petit message, Georges, le petit Georges sur Insta, en me disant ouais j'ai capté, t'inquiète. En me mettant absolument aucun contexte, mais juste vous m'envoyez un ouais j'ai capté, t'inquiète. Et on va voir si je me souviens toujours. Le podcast, là t'es le 5ème, donc il va sortir dans un mois et demi. Ok. Truc. Ça se trouve t'auras oublié. Oh il y a des grandes chances que j'oublie. J'ai capté. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Qui es-tu? Ça se trouve dans 2-3 ans les gens vont me dire ah t'inquiète j'ai capté. Ouais ok super, mais me parle plus jamais, je te connais pas tu vois. Je te laisse si tu veux faire une petite promo de 2-3 trucs à toi. Bah moi j'ai sorti un podcast qui s'appelle Trop de questions, qui est pas exactement le même format mais qui est un peu dans le même dire. Si vous avez envie de m'entendre poser des questions à d'autres gens et si vous avez envie de découvrir mes amis qui sont particulièrement brillants, allez-y. Intéressez-vous au travail de Vincent, il le mérite très fort. Et en vrai ma promo non, genre il y a mon pote Hugo Piocheur qui a une chaîne je sais plus si c'est Insta ou YouTube qui s'appelle Le Vrai Plouf, allez voir ce qu'il fait. Bah mon ami Alice Lombard aussi qui fait des vidéos avec Caroline qui va sortir un court-métrage là qui s'appelle Les filles d'Eve qui va être très cool. Des bisous à Julie Esterne, Holo Rocket, qui est une maquilleuse qui est photographe aussi, qui nous a pas mal aidé avec les C'est Blagues à l'époque. Des bisous aux C'est Blagues de Cristal, j'espère que ça existe encore et que ça fonctionne bien. Allez voir du stand-up, les gens, genre, essayez de créer des plateaux si vous êtes en province ou en banlieue ou peu importe, essayez de créer du plateau, genre peu importe si c'est le Paname, le Barbès ou le Fridge, enfin le stand-up a besoin de grossir, a besoin de vous, on n'est pas en compétition les uns avec les autres, donc allez-y, allez voir des gens. Allez voir un maximum de gens, faites-vous votre idée, découvrez les genres de stand-up, donnez de la force à ce milieu-là, parce que à la fois on le mérite, à la fois on en a besoin, à la fois on aimerait bien avoir la chance de
de vous avoir et d'avoir votre intérêt. Ce serait très cool. Ok. Bah, je te remercie, Georges. Merci à toi.